Bon, merci à tous d'être venus et d'être présents, nombreux pour la conférence. Et donc cette conférence est réalisée par moi pour tous les groupes que ça intéresse, toutes les personnes qui veulent s'informer sur les différents sujets qui nous préoccupent en ce moment. Et un des sujets sont les épandages ou les ciels voilés que l'on voit de plus en plus. D'où le sujet de la conférence. Et c'est pour ça que j'ai intitulé cette conférence « Chemtrail, mythe ou réalité ?» Parce qu'il est difficile de croire que les gouvernements ou les militaires empoisonnent les populations en réalisant des épandages quotidiennement. Je comprends que la plupart des personnes ne puissent pas y croire. Mais même moi, au début, j'y croyais pas. J'ai entendu parler de la première fois des chemtrails en 2015 à la suite d'une conférence OVNI où une personne qui suit les ovnis régulièrement prend des photos tous les jours. Et elle était au large de Nice. Elle a vu des avions venir d'Italie, des bases de l'OTAN, faire des traînées très tôt le matin. Et jusqu'à récemment, on voyait des chemtrails. Jusqu'aux années 2014-2015, les chemtrails se faisaient surtout la nuit. Mais depuis les années 90, il y a quelquefois des ciels qui étaient bizarres et on pouvait se poser des questions, mais c'était assez peu fréquent. Et depuis 2015, l'intensité de ces traînées a augmenté et il est légitime de se poser des questions. Et l'objet donc de la conférence, c'est de voir si, comme je l'ai dit il y a 30 secondes, si c'est possible que ce soit réel que les gouvernements ou les militaires réalisent des traînées avec des produits chimiques à l'intérieur. Mais cette démarche et vous verrez que la conférence elle a pour but de présenter ça de manière factuelle et pas sur des hypothèses. Parce qu'il faut se baser sur des éléments concrets pour voir si c'est possible ou non. Voilà. Et après, on verra quels sont les impacts possibles sur la santé et la météo, et aussi des solutions possibles. Alors même si la conférence peut faire peur et si les conséquences des chemtrails peuvent inquiéter, il ne s'agit pas d'être alarmiste. Il s'agit juste de présenter les faits pour être au courant, et une fois qu'on est au courant, de prendre les mesures nécessaires pour se protéger ou que collectivement on s'organise pour faire changer les choses. Je vais commencer par vous montrer quelques photos de ciel, et après, à vous de juger si elles sont normales ou pas. Là, on voit que les traînées s'arrêtent de manière nette. Et si les traînées sont nécessaires au vol des avions ou le produit des réacteurs, elles ne sont pas censées pouvoir s'arrêter au milieu du ciel comme ça. Sauf à ce que tous les avions soient tombés sur le plateau de Valensole, ce qui n'est pas le cas. Là, on voit une photo de ciel assez étrange avec des traînées, puis le ciel qui se voile progressivement. Là, des photos avec des nuages qui peuvent paraître normaux, mais de plus en plus, on voit des nuages qui s'arrêtent brusquement sur le ciel, et d'un côté, c'est assez bleu, malgré qu'il y a un voile nuageux ici. Mais souvent, il y a les nuages s'arrêtent d'une manière nette. Là, on voit encore un ciel étrange pris au-dessus de Manosque. Là, on voit plein de filaments. Et là, on voit le soleil à travers le voile nuageux. Et ceci n'est pas un phénomène naturel, en fait, parce que les nuages et l'eau bloque les ondes électromagnétiques. Et la lumière du soleil est une onde électromagnétique. Et si les nuages étaient constitués uniquement d'eau, on ne devrait pas voir le soleil derrière ou juste voir un rond très net, ce qui n'est pas le cas. Là, on voit que le soleil est très brillant et la lumière est diffuse. Donc ça pose des questions. Là, on voit des traînées de très grande longueur au-dessus d'Hyper-U qui vont jusqu'au Mont d'Or. Et ces formes de nuages, on ne les voyait pas il y a 30 ou 40 ans. Alors là, c'est des photos de l'automne qui a précédé le Covid. Et quasiment tous les jours de l'automne 2019, il y a eu des traînées. Et beaucoup de jours, il y avait des traînées dans tous les sens. Et là, forcément, il y a des avions qui ne sont pas dans des couloirs aériens pour produire ça. Et là, on voit une très grande traînée. Là, c'est une photo prise sur l'autoroute, toujours à l'automne 2020, où on voit l'état du ciel, avec des traînées dans tous les sens. Et ces traînées qui finissent par s'élargir et produire ce voile nuageux. Là, c'est un phénomène particulier que j'ai vu depuis l'endroit où j'habite à Manosque, où il y a des chemtrails circulaires qui se sont formés sans avion. Mais là, il n'y avait pas d'avion. Il n'y avait pas d'avion, et ça a fini par former la lettre Q pendant quelques secondes avant de disparaître. Alors, je n'ai pas d'explication, sauf à être complotiste et à parler de QAnon, mais là, je ne sais pas. Et QAnon n'existe peut-être pas, alors je ne sais pas. Non, je ne sais pas, parce qu'honnêtement, il n'y avait pas d'avion. Hein.
Voilà. Et non, honnêtement, il n'y avait pas d'avion. Je voyais les traînées se former comme ça, sans avion. Et d'ailleurs, on voit rien. Bon, je ne sais pas comment expliquer ça. Alors, y a-t-il eu des chemtrails pendant les confinements Covid? Parce qu'effectivement, pendant les confinements, il a fait assez beau. Mais on peut constater qu'il y a quand même eu des chemtrails, parce que le trafic aérien avait été fortement réduit. Et beaucoup d'avions ne volaient plus. Donc il n'aurait plus dû y avoir du tout de traînées. Et pourtant, il y en a eu. Là, on voit le 16 mars, l'état du ciel plus des traînées. Là, une traînée courte. Là, une très très grande traînée. Là aussi, un avion qui laisse une grande traînée. Là, des nuages vaporeux en forme de plumes. Et là, au-dessus du voile nuageux, on voit un nombre très important de traînées. Alors, si chaque traînée a été produite par un avion, ça laisse augurer du nombre d'avions qui sont passés au-dessus des nuages. Deux, maxi. Deux traînées maxi. Oui, mais ça fait que deux traînées, ça peut pas faire. Et même, ça fait une traînée sur la largeur de l'avion. Là, t'imagines, la regarde, c'est trop large pour que ce soit. Ça, c'est toujours le premier confinement. Là, on voit au-dessus d'Hyper-U, l'avion passe. L'avantage du haut vent, c'est que ça permet de faire un contraste. Et là, on voit bien l'avion qui passe, qui laisse des traînées. Là, derrière les antennes à Manosque. Là, on voit des nuages de forme particulière. Retenez à peu près leur forme, on verra qu'ils ont un nom maintenant, ces nuages. D'après l'Office mondial de la météo, c'est intéressant. Un nom, ils sont classifiés. Tous ces nuages ont une classification maintenant. Et on dirait qu'ils sont presque solides sur ce bord-là. Oui. Là, c'est pendant le second confinement, donc du 30 octobre au 14 décembre, où on voit à nouveau des ciels particuliers, avec une fois encore le soleil très brillant, encore des traînées, là des nuages, des ciels particuliers, des traînées, encore des traînées. Donc on peut conclure qu'il y a quand même eu des traînées pendant les confinements, alors que le trafic aérien était fortement réduit. Donc pourquoi est-ce que l'on pense que ces traînées sont des chemtrails et non des traînées de condensation? Donc pour faire cette démonstration, je vais m'appuyer sur une journée particulière de l'été 2020, le 26 août. Et donc la veille, ils annonçaient du Mistral. Et normalement, ici, il ne devait pas y avoir de nuages. Et donc j'avais décidé d'aller faire une sortie VTT pour monter au Chiran, à 1900 mètres d'altitude, pour voir la vue et profiter de la sortie. Alors pour ceux qui font du VTT, allez sur VTT Tour et c'est 35 km et 1800 mètres de dénivelé. Et en fait, dès que je suis parti, il y avait des avions en train d'épandre au-dessus de Manosque. Donc là, c'est les photos. Donc à 7h15, on voit qu'il y avait deux avions en train de passer. Un direction nord et un direction sud-ouest. Et il y avait déjà deux traînées direction nord-sud. Donc deux avions sont passés quelques minutes avant. Donc pour faire cette démonstration, j'ai utilisé Flight Radar pour voir quels sont les avions qui volent à cette heure-là au-dessus de Manosque. Et pendant les 10 premières minutes de la conférence environ, ça va être des prises de photos et la constatation des avions civils qui sont réellement en vol. Et s'il y a d'autres avions en vol, à ce moment-là, qui laissent des traînées, c'est que ce ne sont pas des avions civils et donc c'est des avions militaires. Donc là, je vais vous passer le petit film Flight Radar qui correspond à cette heure-là. Là, on voit bien deux avions direction nord-est qui sont côte à côte. Donc un qui vient de Palma de Majorque et un Boeing. Voilà. Donc ces deux avions ont pu laisser les deux traînées qui sont côte à côte. Là, on voit 5h04, mais en fait, c'est l'heure universelle. Donc ça correspond à 7h05 à l'heure de Manosque. Donc là, il y a un avion Lufthansa qui est passé, mais je n'ai pas vu de traînée au passage de cet avion. Il y a un autre avion qui passe dans un autre sens. Après, ça prend aussi tous les avions civils, les petits, les gros et les planeurs. Tous les avions civils sont enregistrés sur Flight Radar. Là, moi, ce que je regarde, c'est les avions qui sont au-dessus de Manosque. Oui, Monica, qu'il y ait des avions bizarres, ça c'est possible. Mais moi, ce que je regarde, c'est les avions qui sont au-dessus de Manosque au moment où j'ai pris la photo. Après, là, tu as toute la région PACA, donc il peut y avoir, enfin, pas toute, mais une partie de la région PACA. Mais moi, je me concentre sur cette zone-là,
pour voir s'il y a des avions qui passent à ce moment-là. Et donc on voit qu'il y a ce Boeing qui passe, mais qui apparemment n'a pas laissé traîner. Parce que là, on est à 7h08. Tandis que moi, au moment où j'ai pris la photo, j'ai vu 2 avions voler à 7h15. Donc on va regarder s'il y a des avions au-dessus de Manosque à 7h15. Donc là, on voit qu'il y en a un qui arrive. Donc effectivement, il y a bien un avion à 7h15 au-dessus de Manosque. Voilà. Ici, voilà, d'où je suis, je peux le voir, à 7h15. Donc c'est un avion Ryanair. Mais on constate qu'il n'y a aucun autre avion dans le ciel, d'après Flight Radar. Là, vous avez à nouveau un écho, mais j'ai rien changé. Donc là, c'est mieux ou pas? Bon. Là, je reviens sur les photos. Là, celui-là est peut-être l'avion Ryanair, mais cet avion, il n'est pas sur Flight Radar. Donc on constate qu'il n'y a qu'un seul avion au-dessus de Manosque à cette heure-là. Donc c'est ce que je vous mets ici. Entre 7h et 7h15, 5 avions sont passés au-dessus de Manosque. Les 2 traînées peuvent correspondre aux avions Boeing et Airbus Ryanair. L'avion Lufthansa ne semble pas laisser traîner. Et à 7h15, il y a 2 avions sur la photo et un seul avion présent sur Flight Radar. Quel est l'autre avion? Pour l'instant, on ne sait pas. Donc j'ai continué ma route pour monter vers Majastre et je me suis arrêté aux 4 chemins parce qu'il y avait beaucoup de traînées à ce moment-là. Donc il y avait les 2 traînées qu'on avait déjà vues, 3 avions qui laissaient des petites traînées et au moment où j'ai pris la photo des 4 chemins, une traînée direction sud-est. Après j'ai repris la route et je me suis à nouveau arrêté à 7h34 parce que j'ai vu un avion laisser une traînée et une seconde traînée direction sud-est. Donc j'ai réenregistré sur Flight Radar. Là, on voit une copie écran où on voit ces 3 avions-là qui vont bien vers le sud-ouest, qui correspondent à ces 3 avions. Et là, on va lancer le film Flight Radar et on va voir s'il y a d'autres avions. Donc ça, c'est les 3 avions qui sont responsables des 3 petites traînées, qui correspondent à la photo. Là, il y a un Ryanair. Et puis après, il y a un avion qui vient de Vienne qui va à Valence en Espagne. Là, on voit que c'est un couloir aérien. Donc, on voit qu'il y a un avion Laudair qui tourne. Bon. Par contre, les traînées, les 2 traînées dont je vous ai parlé sur les photos, elles sont en direction sud-est, dans cette direction. Et elles passent ici aux 4 chemins. Et pour l'instant, on voit qu'il n'y a aucun avion qui vole dans la direction sud-est. Tous les avions volent vers le sud-ouest et vont vers Marseille. Si, il y a un couloir aérien, mais pour l'instant, il n'y a pas d'avion. La démonstration que je veux faire, c'est qu'à cette heure-là, au-dessus du plateau de Valençol, il n'y a aucun avion qui va dans cette direction. Aucun avion répertorié, oui. Il y a bien un avion dans le ciel puisqu'il laisse une traînée, mais il n'y a aucun avion répertorié. Et donc, si, vous verrez après. Laissez la démonstration avancer et on fera une pause. Après cette première partie de la conférence, on fera une pause pour les questions. Là, on voit l'avion Ryanair qui correspond à celui-là, à 7h34. Mais il n'y a toujours pas d'avions qui ont laissé ces traînées en apparence. Voilà. Donc c'est ce que je vous remarque ici. Il y a 3 avions qui correspondent à ceux laissant les 3 petites traînées à 7h21 direction sud-ouest. Qu'à 7h34, il y a l'avion Ryanair toujours dans le couloir aérien sud-ouest qui laisse une petite traînée. Et pour les 2 autres traînées direction sud-est, aucun avion n'est présent sur Flight Radar. Donc moi, j'en déduis que ce sont des avions militaires. Flight Radar ne relève que les transpondeurs civils, pas les transpondeurs militaires. Donc il n'y a aucun avion militaire visible sur Flight Radar. Donc j'ai continué ma route. Et j'ai fait beaucoup de VTT, mais ça s'est beaucoup arrêté, à force de prendre des photos. Oui. Donc à 8h21, je me suis arrêté. J'ai repéré où était ce virage sur Google Earth pour avoir les directions des traînées. Donc cette traînée-là vaporeuse qui date de plusieurs minutes ou dizaines ou vingtaines de minutes
est direction nord-ouest. Et cette traînée qui est ici parallèle à la crête est direction sud-est. Donc, j'ai regardé à nouveau sur Flight Radar ce qui se passait. On voit bien qu'il y a des avions direction nord qui passent au-dessus de ce secteur, mais à 8h06, pas à 8h21. Peut-être qu'ils correspondent aux avions qui sont passés, mais la traînée est direction sud-ouest et pas nord-est. Bon, il y a encore une énigme. Et là, on voit qu'il y a un avion Air France. Moi, j'aurais dû le cliquer, mais je ne l'ai pas cliqué. C'est un avion Air France. Non, c'est celui-là, pardon. C'est cet avion Air France qui passe assez près de la route où je suis. Voilà. À 8h16. Bon. Est-ce que c'est cet avion qui a laissé la traînée qui est sur la route? On va voir. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai mesuré la distance depuis le virage d'où j'ai pris la photo à cet avion. Il y a 10 km 75. Et grâce à la trigonométrie, on peut faire une estimation de la distance de la traînée par rapport à la position où je me trouve, en regardant la position angulaire de la prise de photo. Et si on applique ces formules de trigonométrie, la distance est égale à la hauteur divisée par la tangente de l'angle. Si je considère une hauteur de 10 000 mètres en moyenne, c'est une supposition, mais bon, ça fait, c'est l'altitude moyenne des avions. Donc cet avion est à une distance possible de 3,6 km, alors que l'avion Air France est quasiment à 11 km. Donc ça ne correspond pas. Donc on peut conclure que cet avion est encore un avion inconnu. Même chose pour cette traînée nord-ouest. On n'a rien vu sur Flight Radar qui corresponde. Donc là, c'est ma position. Là, j'ai enfin pris le vélo. Donc à 9h45, je suis là sur la piste. Et là, c'est le sommet du Chiran, et puis là, c'est Blieux. Bon. Donc, j'ai fait une copie écran du parcours GPS sur la carte pour vous montrer que c'est bien l'heure où je me suis arrêté là. Donc, entre 9h45 et 9h50, j'ai pris ces photos. Et là, on constate qu'il y a un avion qui passe comme ça, un avion qui passe comme ça, qui correspond à celui-là, une traînée ici, et puis d'autres traînées encore dans d'autres sens. Donc c'est en gros direction vers le sud et l'ouest. Et des traînées direction nord-ouest. Là, j'ai pris une copie écran de Google Earth pour vous montrer le point de vue vers le Chiran d'où je suis. Là, on reconnaît cette colline ici. Donc ça prouve que Google Earth est bien précis quand même, c'est assez pratique. Là, si on regarde vers la gauche de ma position, depuis la piste, j'ai toute cette falaise. Là, je suis 500-600 mètres sous le sommet encore. Donc tout ce qui passerait à gauche du sommet ne serait pas visible par moi. Et moi, je regarde dans la direction de cette colline. Donc là, on va remettre le lancement Flight Radar. C'est peut-être un peu laborieux, mais c'est nécessaire pour comprendre la logique et voir que ces avions n'existent pas, en fait. Enfin, ils existent, ils existent physiquement, mais ils ne sont pas censés être volés ici dans le ciel. Bon, là, il y a un avion ici, mais il est assez loin de ma position. Moi, je suis ici. Oui, quelquefois, il y a des anomalies dans... Voilà. Donc moi, je suis où il y a la petite main ici. Ils n'ont pas de transpondeur civil, c'est des avions qui existent. Mais la démonstration que je veux faire, c'est quels sont ces avions, d'où viennent-ils? Et on sait que sur Flight Radar, on ne peut voir que les transpondeurs civils. Tout ce qui est avion des compagnies aériennes, tout ce qui est planeur, tout ce qui est civil est recensé. Donc là, on voit qu'il y a bien un avion Air Corsica, mais lui, cette fois, il vole bien vers le sud-ouest. Donc là, il y a bien un couloir aérien, mais les avions qu'on vient de voir, ils volent ou dans cette direction, ou dans cette direction. Ou vers le nord-est, ou vers le nord-ouest, ou vers l'ouest. Donc il n'y a rien qui correspond sur Flight Radar. Donc là, il y a juste l'avion Air Corsica qui est passé. On peut avancer un petit peu. Vous voyez qu'il n'y a pas d'avion, il 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 n'y a pas d'avion, pas d'avion, pas d'avion.
Voilà, là il y a un avion qui apparaît, mais qui est dans mon dos par rapport à la position où je suis. C'est un avion TUI. Et là, il y a un avion qui passe derrière le Chiron, qui est l'avion Transavia. Donc là, je vous ai fait une représentation sur la carte de la situation. Donc moi, je suis ici, je regarde par là, et les seuls avions qu'on a vus sur Flight Radar, à part l'Air Corsica qui est passé comme ça, mais qui allait dans cette direction, qui allait d'ici vers là de toute façon, là l'avion TUI, l'avion Transavia qui est derrière la montagne, et les avions que je vois en train de passer au moment où j'ai pris la photo vont dans cette direction et dans cette direction. Donc on peut en conclure qu'ils ne sont pas encore sur Flight Radar. Donc c'est ce que je viens de vous expliquer. Les traînées sont sur ma droite depuis la piste de montée. Je ne peux pas voir l'avion Transavia. Et l'avion Boeing, qui est dans mon dos, n'a pas laissé traîner. Ça, c'est ce qu'on voit. Je me suis retourné prendre une photo. Et on voyait ça vers l'ouest. Alors il y a bien des nuages, mais on ne distingue pas de traînées en tout cas. Donc là, j'en conclus que ces avions sont inconnus et que c'est donc des avions militaires. Parce que c'est bien des avions, c'est pas autre chose. Donc, 10h10, j'ai continué mon petit parcours, et là je commence à m'énerver parce qu'il ne devait pas y avoir de nuages. Et là, d'où je suis, je regarde vers le nord. Là, je vois des avions en train de dépendre, des avions se dirigeant vers le nord. En regardant vers l'est, il y a des avions se dirigeant vers le nord. Là, j'ai fait un grossissement de cette photo. Donc là, on voit bien qu'il y a une traînée qui est en train d'être réalisée. J'ai fait une copie écran de Flight Radar et le seul avion qui était visible à ce moment-là, moi, donc j'ai représenté le petit vélo où je suis ici, et cet avion se dirige non seulement ni vers l'ouest ni vers le nord-est, mais vers le sud. Et il est à 49 km de ma position. Donc j'ai refait une estimation pour les avions que je voyais, avec l'angle de vue qui est à peu près 20 degrés, comme je l'ai représenté ici. Et donc si on fait le calcul avec ça, l'avion est en gros à 27 km. Donc la moitié de la distance de l'avion présent sur Flight Radar. Donc une nouvelle fois, il doit s'agir d'avions militaires. Donc enfin arrivé au sommet, là j'ai fait un montage photo où on voit tout le panorama. Et j'ai mis mon petit vélo quand même, comme ça vous voyez que je suis vraiment monté en vélo. Oui. Oui. Non, enfin non, non, le montage c'est entre les deux photos, là on voit la jonction. Mais la photo du vélo est vraie. Donc là on voit que les montagnes, voilà, se suivent. En fait, ce qu'on constate, c'est que sur le Vaucluse, sur l'horizon, il y a bien des bancs de nuages. Bon, ils sont assez loin. Et au-dessus du Vaucluse, le ciel est bleu. Et là, au-dessus du Var et des Alpes-Maritimes, il y a ces nuages-là, qui n'étaient encore une fois pas prévus par la météo. Donc c'est un phénomène naturel parce qu'on voit encore une fois que le banc de nuages s'arrête d'une manière nette. Dans le banc de nuages, à 11h01, il y a encore des avions qui continuent à laisser des traînées. Là, à la verticale du sommet, à 11h02, il y a des avions qui passent et qui font ça. Donc là, c'est la verticale, c'est à 90 degrés pour prendre la photo. Donc c'est-à-dire, s'ils sont sur Flight Radar, ils passent pile au sommet. Donc ce sera facile à voir s'ils sont présents ou pas. Et j'ai mis ces petits bonhommes qui s'énervent parce que toutes les 5 minutes, je me suis arrêté pour faire des photos. Donc, j'ai mis toute la journée pour revenir. Il y avait quasiment 2000 mètres de dénivelé déjà. Donc là, on va mettre oui, hein, le film Flight Radar. Donc là, c'est 8h50, ce qui correspond à 9h50. Donc on va voir vers 10h ce qui se passe au niveau du Mont Chiron. Oui, mais c'est important de faire cette démonstration sur une journée parce qu'il faut des éléments factuels pour voir ce qui se passe. Sinon, c'est incroyable cette histoire.
Donc là, on voit bien qu'il y a un avion qui est à gauche, enfin vers l'ouest par rapport à ma position, mais moi, les avions que je voyais épandre étaient ici, depuis ma position pour le Chiran. Je regardais vers le sud-est. Donc on voit qu'il n'y a pas d'avion dans cette direction. Je vais avancer à... Voilà. Là, c'est 11 heures du matin. On voit un petit avion inconnu ici. Mais encore une fois, moi, je vois ces avions. De ma position, vu les photos, les avions devraient voler comme ça. Et ces avions sont déjà loin, ils sont à 40 km. C'est quoi ces petits avions jaunes là? Ça, quand on clique dessus, c'est des avions inconnus, ils n'ont pas d'immatriculation. C'est des avions civils? Je ne sais pas ce que c'est. Non, c'est des avions sans immatriculation. Te dire ce que c'est, je ne sais pas. Il y a des... C'est pas les avions militaires? C'est des avions sans immatriculation. Je ne peux pas te répondre, je ne sais pas ce que c'est. Est-ce que c'est des avions des gouvernements, de l'armée, des services secrets? J'en sais rien. Ils n'ont pas d'immatriculation. Ils ont un transpondeur civil, mais ils n'ont pas d'immatriculation. Et tu ne sais pas d'où ils décollent ni où ils arrivent. Alors, je ne sais pas ce que c'est. Mais ils ont un transpondeur civil quand même, donc ce n'est pas des avions purement militaires. C'est... Bon. Donc là, on va voir si... non, c'est pas la peine. Là, à 11h18, il y avait encore des avions qui ont laissé des traînées à la verticale du sommet. Donc là, on a vu qu'à 11h01, il n'y a aucun avion qui est passé... bon, on peut le remettre. Hein. Voilà. Les avions qui sont passés au-dessus du sommet du Chiran, au-dessus de l'observatoire, sont passés comme ça. À la verticale. Donc ils étaient obligés de passer sur... Ils étaient ici. Et encore une fois, on constate qu'il n'y a rien à cette heure-là. Voilà. Donc 11h18, il y a à nouveau des avions qui passaient dans plusieurs directions. Alors, à 11h18, il y a quand même un avion qui est passé. C'est ce Air Corsica. Qui a fait je ne comprends pas sa trajectoire, je ne sais pas ce qu'il a fabriqué. Je sais pas. Alors il y a bien un avion, petit avion inconnu, qui passe au-dessus du sommet, à 11h18, lui aussi, mais vers le sud-est, et pas dans l'autre direction. Et lui est passé à couper le sommet vers le sud-ouest. Donc, enfin, encore une fois, ça ne correspond pas aux traînées qui sont sur les photos. Et là, il y avait encore d'autres avions un peu plus tard, à 11h25, en regardant vers l'ouest, qui laissaient des traînées. Mais vu l'angle, cet avion est maximum à 5 km de distance. Et donc sur Flight Radar, il n'y a encore une fois aucun avion si proche du sommet, dans cette direction. Là, oui, pour vous remettre, donc ça, c'est à 11h25. Donc le sommet est toujours ici. Voilà. Si, il y a celui-là éventuellement qui pourrait correspondre. Bon. Voilà. Oui, il y a beaucoup d'avions. Il y a, oui, il y a un nombre incroyable d'avions tous les jours, oui. Sans qu'on voit les avions militaires. Bien sûr, il n'y a pas d'application militaire. Non. Donc, pour résumer, on constate sur le film Flight Radar qu'entre 11h et 11h30, il y a un avion inconnu quand même sur le film Flight Radar. Oui, je ne sais plus si on l'avait vu. Mais il y a un petit avion aussi qui passe comme ça. Si je vous avais dit qu'il y a un avion qui passe en gros dans cette direction et qui peut correspondre. Donc il y a un avion inconnu qui peut correspondre, qui est en 35 km de distance et pour une altitude estimée de 12 000 mètres. Mais pour les traîner à la verticale du sommet, il n'y a aucun avion. Et le trajet du Air Corsica qui est passé vers le sud ne correspond pas non plus. Puis sa direction non plus. À 11h18, il n'y a aucun avion à la verticale du sommet. Et à 11h25, il y a un avion Ryanair, mais il est à 41 km. Donc ça ne peut pas correspondre à l'avion qui serait sur la photo entre 10 et 20 km. Donc moi j'en conclus une nouvelle fois que ce sont des avions militaires. Donc on a pu constater qu'il y a des traînées tout au long de la journée, de plusieurs types.
traînées laissées par des avions de compagnie low cost, traînées laissées par des avions figurant sur Flight Radar mais sans immatriculation, traînées mais sans avion sur Flight Radar et en dehors des couloirs aériens. Et il y a eu aussi une traînée laissée par un avion privé. Oui, je ne l'ai pas mis dans la démonstration parce que j'avais d'autres diapositives, mais bon, ça faisait déjà long. Et parce qu'après, j'ai continué la randonnée et toute la journée, il y a eu des avions. Donc, il est à noter qu'aucun avion ne peut survoler le territoire sans autorisation de vol. Et comme je vous l'aurais dit, Flight Radar ne reprend que les transpondeurs civils. Donc, les observations indiquent que des avions militaires réalisent des traînées et participent aux épandages. Il n'y a pas d'autre explication. Concernant les avions low cost, on peut constater qu'ils réalisent soit des traînées courtes, soit des traînées longues. Donc il y a bien des avions qui transportent des passagers qui font des traînées. Mais la question à se poser, est-ce que c'est naturel que ces avions fassent des traînées? Le postulat de la physique pour qu'il y ait des traînées de condensation, c'est qu'il faut être au-dessus de 10 000 mètres d'altitude, par moins 40 et 80% d'humidité. S'il n'y a pas ces trois facteurs-là, il ne peut pas y avoir de traînée de condensation. Mais on peut voir qu'il y a des avions qui produisent des traînées et d'autres non dans les mêmes conditions aérologiques. Et là, je vous ai pris des photos beaucoup plus récentes. J'ai pris des photos du 4 mai dernier. Donc, cette traînée correspond à un avion privé Legacy 550 qui vole à quasiment 6000 mètres. Il laisse une traînée. Là, un avion low cost Ryanair dans l'autre direction qui laisse une traînée. Et là, à 16h03, un avion Air France, direction nord-ouest-sud-est, à 6000 mètres d'altitude, qui laisse une traînée. Donc là, on a 6000 mètres, 12 000 mètres en gros, et 6000 mètres. Là, je vais vous grossir les traînées, si vous voulez. Là, on voit bien les traînées. Là, une traînée. Et là, on voit bien... Là, c'est un avion, c'est pas un nuage. Cet avion se vole comme ça, c'est l'avion Air France. Donc là, je vous ai mis les copies écran de Flight Radar. Ça, c'est cet avion privé qui a 15 000 pieds et qui vole dans cette direction. Ben, c'est ce que je viens de vous dire, c'est quasiment 6 000 mètres. Voilà. Là, il y a l'avion Ryanair qui vole, lui, dans cette direction, à 38 000 pieds, donc beaucoup plus haut. Et là, l'avion Air France, dont je vous parlais, donc il existe bien, qui vole à nouveau vers le sud-est, à 22 000 pieds. Et comment l'avion privé peut-il produire des traînées à 6000 mètres d'altitude, alors que suivant le postulat de la physique, ce n'est pas possible? Il est non seulement trop bas, et les conditions aérologiques le 22 mai ne le permettent pas. Il n'y a pas 80% d'humidité à 6000 mètres d'altitude le 22 mai. Donc la conclusion que j'en tire, c'est que ces traînées ne sont pas des traînées de condensation. Là, pour continuer, c'est la classification actuelle des nuages par l'Organisation météorologique mondiale. Et là, je vous ai mis, j'aime pas la vulgarité, mais ils nous prennent pour des andouilles. Sans regarder la photo qu'ils mettent sur leur site d'accueil. Là, on dirait la fin du monde. Donc ça, c'est aussi une préparation du public. Ça veut dire que les gens vont voir l'Office mondial de la météo, et ils voient ça, ils disent, ah, ben, c'est normal, si l'OMM dit que c'est des nuages, c'est des nuages. Voilà. Et donc ça, c'est la nouvelle classification des nuages. Donc il y a les cumulonimbus, ça c'est des nuages normaux, des cumulus. Maintenant le brouillard, c'est des stratus. Bon, ça c'est bien. Et alors il y a tous les nuages bizarres maintenant. Donc les cirrostratus qui font des arcs-en-ciel avec une diffraction de la lumière, les altostratus, les nimbostratus, les cirrus, qui sont les nuages que l'on voit s'épandre. Un autre type de cirrus, les cirrocumulus. Les altocumulus, qui sont jolis, mais bon, parce que c'est normal, je ne sais pas. Et là, les plus bizarres, les stratocumulus. Ah ouais. Et ça, c'est encore une organisation mondiale qui est... Mais ça existait avant. Ça, non. L'organisation... Oui, il y avait ces noms, mais ce n'étaient pas les mêmes nuages. Ils n'étaient pas faits comme ça. Voilà. Les noms ont été conservés, mais pas les nuages. Ça date de la fin du XVIIIe siècle. Oui, mais ça, c'est la nouvelle classification. Donc ces noms, effectivement, ces noms étaient déjà utilisés, mais ne correspondaient pas à ces nuages. C'est les nuages qui y sont associés qui ont changé. Mais l'OMM est ancienne, ça, il n'y a pas de souci. Et c'est très bien qu'il y ait l'Organisation mondiale de la météo. Le problème, c'est la désinformation.
Et là, j'aime pas la vulgarité encore, mais là, je vous dis, c'est certain, ils nous prennent pour des cons parce que je vais vous lire le petit texte. C'est sur le site Odyssée de la Terre. Alors, si vous voulez de la désinformation, allez sur l'Odyssée de la Terre. Hein. C'est les champions du monde. Donc, ce nuage, il l'appelle Cirrus homogenitus, qui est un cirrus de genre élevé créé artificiellement par le passage des avions dans le ciel. Ils n'ont pas tout à fait tort, mais on a vu que c'était pas normal. En fait, et la traînée de condensation, même si elle peut se former, elle doit disparaître dans les secondes ou les minutes du passage de l'avion, et que cette traînée reste persistante. Et eux, ils ont conclu que c'est normal que ça s'épande et ça s'étende horizontalement dans le sillage. C'est ça le problème. Voilà. Donc ça, c'est à nouveau je vous ai mis les nuages qui sont censés être au-dessus de 6000 mètres. Donc maintenant, les ciels vaporeux ont un nom, c'est les cirrostratus nebulosus. Voile léger, uniforme et nébuleux, peut produire des phénomènes de halo. Alors que pour qu'il y ait des phénomènes de halo, il faut qu'il y ait des produits chimiques. Sinon, la vapeur d'eau coupe les ondes électromagnétiques. Il ne peut pas y avoir de halo dans un nuage. Les arcs-en-ciel sont expliqués par les gouttelettes d'eau, mais il faut qu'il y ait un angle particulier avec les gouttelettes d'eau pour que ça fasse un prisme et que ça irise la lumière. Mais un nuage n'est pas censé iriser la lumière. Là, il y a les cirrostratus qui font à nouveau des voiles. Et ça, c'est deux types de cirrostratus suivant si la ligne est supérieure à ce 45 degrés ou inférieur. Là, ils ont encore d'autres types de nuages, les cirrocumulus qui font des petits grains, les nuages fibratus, Cirrus unicinus fibratus, ça fait bon. Et là, ça ressemble aux nuages dont on parlait tout à l'heure, qui ont les bords, qui paraissent avoir des bords assez durs ou être solides. Et donc, ils les appellent Cirrus pissatus. Et là, il y en a des cirrus maintenant. Et donc là, il y a à nouveau des cirrus, des cumulobogenitus. C'est des formes comme ça. Voilà. Bon. Donc, en fait, tous les nuages sont répertoriés. L'autre souci, c'est que la météo prévoit les ciels voilés. Et maintenant, on voit apparaître, ça fait 3 ans qu'on voit apparaître ces logos, les nuages double barre. Vous voulez qu'on fasse une pause ou... Non. Donc, on voit que la météo prévoit maintenant les ciels voilés à l'avance. Et le symbole pour ces ciels voilés, c'est ça, c'est les nuages double barre. On voit qu'il y a 2 barres. C'est ciel voilé. Ça fait 3 ans que Météo France a inventé ce nouveau logo. Avant, je sais pas. Avant, c'était une forme de nuage comme ça. C'était des nuages, quoi. Mais maintenant, c'est plus des nuages, c'est des doubles barres. Donc, la météo, quand vous voyez ça sur Météo France, vous savez qu'il y aura des chemtrails ce jour-là. C'est pratique. Donc, les nuages de type chemtrail ont un nom et sont classifiés comme nuages normaux par l'OMM. Ceci explique l'incrédulité du plus grand nombre. Parce qu'effectivement, quelqu'un qui se dit « mais c'est que des complotistes, ceux-là, les chemtrails n'existent pas, je vais aller sur le site de l'Organisation mondiale météorologique. » Et il va voir que tout est répertorié. Et il va se dire « comment l'OMM peut raconter des carabistouilles et un complotiste comme moi avoir raison ?» C'est pas possible. Donc comment pourrais-je avoir raison face à ces organismes-là ou les autres lanceurs d'alerte? Donc, déjà la question à se poser, est-ce que les avions peuvent produire des traînées? Voilà. C'est la chaîne d'Alain Roman YouTube. Turbofan avec high bypass, utilisés au moins depuis les années 1970, ne peuvent pas produire de traînées de condensation, parce que les 80% d'air qui les traversent ne rentrent pas dans la chambre de combustion. À la sortie donc, les gaz non brûlés sont relativement froids. Ceci implique que les propulseurs actuels ne peuvent en aucun cas générer des traînées de condensation. Donc déjà c'est une réponse. Après, on sait qu'il y a le projet Scopex de Bill Gates. Est-ce que ça a été utilisé
Ça a été testé, on le sait. Est-ce que c'est en route? Ça, on ne sait pas. Le projet Scopex de Bill Gates, voilà ce que c'est. C'est après l'explosion du volcan Pinatubo en 91. Bon, ça a tué 700 personnes, mais ça a lancé dans l'atmosphère plus de 20 millions de tonnes de dioxyde de soufre et d'acide sulfurique. Et après, il a plu pendant 1 an et ça a réfléchi la lumière du soleil dans ces régions-là. Et ça a même supposément fait baisser la température de la planète de 0,7 degrés, 0,5 degrés. Et donc, des scientifiques se sont dit, on peut lutter contre le réchauffement climatique avec ça. Donc, on va lancer le projet Scopex, The Stratospheric Controlled Perturbation moi, je parle pas anglais, moi. Expérimente. Voilà. Donc, ils se sont dit, on va ensemencer l'ionosphère avec des produits. Et donc, ça, concrètement, c'est ça. C'est financé par Bill Gates pour reproduire essentiellement les conséquences de l'explosion d'un volcan. Et c'est Harvard qui est derrière. Et donc, ça consiste à utiliser 800 avions massifs de grande taille pour déverser de la craie à 20 km au-dessus de la surface de la Terre chaque jour pour qu'une ombre soit créée pour refléter les lumières. Enfin, ça créerait une ombre sur la planète et la craie renverrait la lumière du soleil dans l'espace. Et ça limiterait le réchauffement climatique. Alors, des scientifiques, dans cet article, ils disent qu'ils étaient impatients de commencer à expérimenter ça au Nouveau-Mexique. Et l'expérience initiale devait coûter 3 millions de dollars. Bon, tous les scientifiques n'étaient pas d'accord avec cette expérience. Et là, sur le site, ils mettent ici que quand on sait ce que Bill Gates et George Soros financent, ainsi que Monsanto, et qu'ils étaient pour un programme mondial de dépopulation. Donc on peut se poser la question, est-ce que c'est un programme qui est bon pour la santé? Et là, c'est aussi jouer aux apprentis sorciers. Parce que refroidir la planète, on ne sait pas quelles conséquences ça peut avoir. Parce que si le refroidissement s'emballe, ça va jusqu'où? On n'en sait rien. Mais ce projet existe. On a aussi des brevets officiels pour des méthodes d'ensemencement. Ça, c'est le projet Welbash, qui veut dire projet d'ensemencement stratosphérique pour la réduction globale de la température. C'est un brevet américain officiel. Voilà. Là, c'est d'autres brevets où on voit des techniques pour remplir des cuves et produire des aérosols à la sortie des avions. Donc il y a des personnes, des scientifiques qui ont fait des travaux pour voir comment on pouvait ensemencer l'atmosphère. Là, qui montre les résultats de ces recherches et de ces brevets. Donc on voit qu'il y a des avions à hélice qui peuvent aussi produire des traînées. Donc c'est pas le moteur qui produit la traînée là dans ce cas-là. Ça vient pas des hélices, c'est qu'il y a il y a un propulseur, un dispositif qui permet de lancer les traînées. Voilà. Ça c'est aussi rigolo. Ce sont 2 F-18. C'est des F-18, des chasseurs. Mais là, chacun au bout d'une aile a aussi un petit propulseur. Ça ressemble à une torpille, mais apparemment, ce n'est pas des torpilles, c'est des fumigènes. Alors, les fumigènes peuvent être utilisés lors des meetings aériens, mais là, ce n'est pas le cas. Là, ils volent droit et ça pourrait expliquer les traînées qu'on voit du sol, mais sans avion. Parce que du sol, on ne peut pas voir un F-18 qui vole à 15 000 mètres d'altitude. Et là, on voit qu'ils se mettent côte à côte pour faire des traînées plus importantes. Ça a été filmé par un 3e pilote de chasse. Donc peut-être qu'il y a des pilotes qui ne sont pas d'accord avec ça et qui relaient les informations. Voilà. Alors, oui, c'est ça. Une autre preuve qui existe et qui pose question, c'est que l'association ACEPICA a fait analyser des filaments comme ça. Je ne sais pas si vous en avez déjà vu. Oui, les morgelons, c'est lié, on va y venir après, mais c'est lié à ça. Mais c'est pas les morgelons. Les morgelons, c'est une maladie. Et donc, oui.
Et en Provence, il y en a peu des filaments comme ça parce que c'est encore une atmosphère assez sèche. J'ai l'impression que c'est dans les zones plus humides qu'il y a ça. Et l'association ACEPICA, avec Madame Henrion et Monsieur Redner et Madame Redner, ont prélevé ces échantillons et les ont donnés au laboratoire ACEPICA dans le Var, qui est une analyse par spectroscopie de masse. Donc, oui. Et donc lui, il ne s'est pas posé de questions, il a analysé ça. Et il a constaté qu'il y avait de l'aluminium, du barium, du calcium, du strontium, et ça c'est son analyse. Les 3 éléments chimiques inorganiques dont la présence est le plus généralement suspectée dans la composition des chemtrails, c'est ce qu'il dit, on suppose qu'il y a ça, mais lui il constate qu'ils y sont bien, de l'aluminium, du barium et du strontium. Mais il note aussi qu'il y a des teneurs élevées en métaux lourds, zinc, nickel, cuivre, chrome, plomb. Voilà. Donc, tu reprends. Oui, il y a tout ça il y a tout ça là-dedans et c'est effectivement pas bon pour la santé. Donc ça veut dire que ces filaments sont bien tombés de quelque part. Ils n'ont pas poussé sur un rétroviseur ou sur une feuille de je sais pas quoi. Donc ils sont supposément tombés du ciel et c'est pas des toiles d'araignée. C'est pas de la soie. Une autre analyse qui a été faite aussi à la demande de la CEPICA, c'est une analyse du carburant d'avion. Parce que soit les chemtrails sont produits par comme les brevets Welbach, par des éléments qu'on mélange et ils sortent de turbines et ça fait des traînées, soit il y a une supposition que quand ça sort des réacteurs, ce soit produit par le carburant d'avion. Et en fait, il y a les deux. Et donc, la CEPICA a aussi analysé l'échantillon du carburant le plus utilisé dans l'aviation, mais pas par toutes les compagnies aériennes. À ma connaissance, Air France n'utilise pas ce carburant. Donc, il a analysé celui qui s'appelle le jet fuel A1, qui a été généralisé fin des années 70, début 80. Là, il ne détecte pas strontium, mais il détecte quand même de l'aluminium et du barium. Alors, les fabricants de kérosène expliquent qu'ils ont mis des adjuvants pour augmenter la combustion et améliorer le rendement. Bon. Mais si certaines compagnies ne l'utilisent pas, est-ce que c'est vraiment l'explication? Je ne sais pas. Et donc là, il conclut aussi qu'il a constaté la présence d'aluminium et de barium. Donc, effectivement, il y a bien des gens qui se posent des questions depuis longtemps. Des gens qui ont écrit aux associations écologistes et un député qui a écrit à l'Assemblée nationale. Et ça ne date pas d'aujourd'hui, c'est en 2013. Et donc, c'est le député des Hautes-Alpes, Joël Giraud, qui a posé cette question à l'Assemblée nationale. Et voici le texte de sa question. Attire l'attention de Madame le ministre de l'Écologie, du Développement durable et de l'Énergie sur les phénomènes des chemtrails et la géo-ingénierie. Un certain nombre d'articles sont parus dans des revues scientifiques spécialisées ayant trait aux mystérieuses traînées dans le ciel, plus connues sous le nom de chemtrails. Plus récemment, la conférence du collectif Sky Guards, qui s'est tenue à Bruxelles le 9 avril 2013, a rendu ses conclusions et a présenté au Parlement européen une pétition afin de faire cesser les épandages aériens clandestins dans le ciel. Donc il y a des gens qui se battent depuis un moment. La géo-ingénierie, qui comprend les interventions délibérées à large échelle visant à modifier le climat pour limiter le réchauffement climatique, a des effets dévastateurs. Des milliers de témoins peuvent dénoncer des traînées d'avions dans le ciel qui se développent d'un horizon à l'autre, s'élargissent et fusionnent jusqu'à couvrir le ciel d'un nuage artificiel. En effet, officiellement, ces traînées sont considérées comme des traces de condensation laissées par les avions. Mais les scientifiques qui ont étudié la question mettent en avant le fait que les traces de condensation sont identifiables à des altitudes élevées de l'ordre de 10 000 mètres et que celles-ci se résorbent rapidement alors que les chemtrails apparaissent à des altitudes plus basses, entre 2 000 et 5 000 mètres, et s'estompent très lentement. Certains émettent l'hypothèse qu'il s'agirait là d'épandages de produits chimiques, provoquant d'ailleurs des maladies respiratoires chez les populations survolées et que les appareils concernés sont des avions militaires sans aucune identification possible, écartant ainsi la piste des appareils civils qui ne seraient donc pas concernés par ces traces, ce qui n'est pas le cas. Aussi, il lui demande de bien vouloir lui faire savoir si des études ont été diligentées par le gouvernement afin d'apporter des réponses précises aux questions légitimement posées. Et là, c'est la réponse de l'Assemblée nationale, mais Greenpeace fait quasiment la même. Tous les organismes répondent à peu près la même chose. Les traînées blanches visibles dans le ciel après le passage des avions correspondent à une condensation de l'eau de l'atmosphère en cristaux autour des émissions normales de l'avion. La combustion du kérosène dans les moteurs des avions conduit en effet à l'émission de gaz et de particules, puis un brûlé poussière
qui sont à l'origine de la condensation observée. Ces particules peuvent servir de noyau de condensation dans des conditions de très forte humidité de l'atmosphère, ça à 130% de saturation, et pour des températures inférieures à 30 degrés. Donc là, ça rejoint ce que je vous ai dit. Il faut des conditions particulières pour faire de la condensation. Et en dessous du seuil de 100%, aucune traînée n'apparaît. En revanche, au-dessus de 130%, un nuage se forme. Ce phénomène dépend peu de l'altitude de l'avion, mais bien des conditions atmosphériques et de la météorologie. Mais il ne peut pas y avoir toute l'année 130% d'humidité dans l'atmosphère. Ce n'est pas possible. La taille, la durée et l'étalement des traînées de condensation dépendent également des conditions météorologiques. Et c'est là où il raconte des bêtises. Qu'une traînée de condensation soit, mais elle ne devrait pas rester dans l'atmosphère. Elles ne sont pas nocives pour la santé et aucun élément ne contredit à ce jour cet état de fait. Le sujet des traînées de condensation est bien une préoccupation, mais dont l'enjeu environnemental réside dans l'évaluation de leur contribution à l'effet de serre. De nombreuses études sont menées sur ce sujet au niveau national par l'Office national d'études et de recherche aérospatiale, l'ONERA, et au niveau international par le GIEC. La lutte contre les émissions et la limitation des nuisances aériennes constitue une des priorités fixées à la Direction générale de l'aviation civile. Donc la seule réponse, c'est la lutte contre le CO2. C'est ce qu'ils disent ici. L'évaluation de leur contribution à l'effet de serre. Mais le reste des polluants, ou le fait que ces traînées de condensation restent présentes dans le ciel, ça ne les intéresse pas, et ils le nient carrément. En fait, ils basent tout sur les CO2. Mais un autre élément tangible qui pose question, c'est qu'une société existe, et ses services, c'est la modification du temps. Et elle s'appelle Weather Modification. Donc on peut la contacter pour... si vous voulez, on peut les contacter pour faire pleuvoir dans les potagers, mais je ne sais pas combien ça coûte. Mais ça existe. C'est leur travail. Il y a aussi la Chine qui a reconnu pour les Jeux Olympiques avoir utilisé les chemtrails. Et là, ce n'est pas un média complotiste, c'est France 24. Et donc, ils expliquent que Pékin a annoncé début décembre, c'est à l'époque des Jeux en 2013, je crois, ou 2014, vouloir donner un coup d'accélérateur à son programme de modification météorologique, peu connu. Il s'agit pourtant d'un effort sans comparaison dans le monde pour mener les nuages à la baguette. Donc c'est bien qu'ils ont un programme qui existe. Donc ils le font pour les JO, ils font on ne sait pas ce qu'ils font pour la guerre en Ukraine. Bon, il y a ça. Vous vous demandiez de quand date l'origine des chemtrails, oui. Est-ce que c'est très récent ou est-ce que ça a quelques années ? Perhaps the greatest lie ever perpetrated on populations all over the world is the condensation trail lie. What we're seeing in our skies is not condensation. It's sprayed particulate dispersions with very few exceptions. They shouldn't be there. Jet engines burn clean. So if there's anything coming out of them, it's an additive. They're absolutely not contrails. Contrails do not linger, dissipate, and go into cloud coverage, period, in the report. And I kept saying to people, what is this? Because now the sky is no longer blue. It's starting to turn gray. And what I found was kind of like it was not socially acceptable. We're all going to pretend this is not really happening. And I thought, oh, this is very bad. Most are unfamiliar with a science term called global dimming. That term refers to the amount of direct sunlight that no longer reaches the surface of the planet due to light-scattering particles that are building up in the atmosphere. And although many of these particles are from industrialized pollution, the larger majority
are from the ongoing climate engineering solar radiation management operations. This engine, a high bypass turbofan jet engine, this is the engine that is on all military tankers and all commercial carriers, is in essence a jet-powered fan. 90% of the air that moves through this engine is non-combusted. This engine, by design, is nearly incapable of producing any condensation trail except under rare and extreme circumstances. And again, we have film footage of aircraft flying at altitude with nozzles visible, turning on and off. That is the end of the argument. Since even before man could fly, there was an effort to try to modify the weather. We have weather modification patents going back 100 years plus. These are historical films of what can be done with a biplane, a small biplane that carries a very small payload. And that much can be done. How much more can a fully loaded military tanker, KC-10, KC-135, C-17 Globemaster, how much more material can they put in the air? About 500 times more with a single tanker. In regard to the condensation trail narrative, many refer back to the trails left by World War II bombers as proof that we are only seeing condensation trails in our skies. But geoengineeringwatch.org found on military archives film footage, which we posted, of World War II B-17s at altitude turning off a sprayed dispersion. We know that climate engineering was deployed immediately after World War II, so testing was absolutely ongoing. Clearly, these bombers were used for beta testing. Film footage proves it. Weather was a weapon used over Vietnam. Would you expect that to be then deleted from the availability? No. To continue to expand the scientific aspects of it, to have it available in your portfolio of weapons would be a natural process. Therefore, should you expect that it is available on demand to have the ability to modify weather? Absolutely, within this country and others. C'était un général qui parlait là, donc il sait quand même ce qu'il dit. Là, on a le site Weather Modification History. On va cliquer dessus. Si ça marche. Donc c'est quelqu'un qui a fait un travail extraordinaire et qui a recensé toutes les coupures de journaux qui parlent de tentatives de modification du temps, de la météo ou des traînées. Est-ce que ça charge? Oui. Voilà. Et donc, il y a des articles qui remontent à 1800, enfin entre 1800 et 1949. Bon, c'est un peu long à charger. C'est cette personne qui a fait ça. Je voulais vous montrer dans les années 70, parce que supposément dans les années 70, il n'y avait pas de chemtrail. Donc vous voyez, il y a beaucoup d'articles de presse. Donc là, il parle de la Russie. Mais je voulais vous montrer je voulais vous montrer cette photo qui date d'avril 72. Et donc là, on voit que ça ressemble tout à fait au ciel bizarre qu'on voit maintenant. Donc il y avait bien des essais militaires à cette époque-là. Donc, cette personne, sur son site, a aussi recensé tous les brevets. Voilà.
Et donc il y a des brevets qui démarrent en 1891. Méthode pour produire de la pluie. Protection contre les poisons en cas de guerre. Enfin bon, 1924, 1952. Générateur de fumée. Méthode pour produire des cristaux et les précipités, enfin de la neige et la précipité. Méthode pour contrôler le temps. Voilà. Enfin, vous voyez, il y en a des brevets. Faire tomber les nuages. Voilà. Et les brevets de géo-ingénierie, surtout depuis les années 90, donc avec Welbach et d'autres brevets. Donc, on voit qu'il y a vraiment des éléments concrets qui confirment les questions que l'on se pose. Et pour résumer, les programmes de modification du temps remontent à la fin du 19e et les épandages à la fin de la Seconde Guerre mondiale. Les Allemands avaient commencé, les Américains ont continué, puis les Chinois et les Russes aussi, bien sûr. Il y a aussi l'opération Cloverleaf, qui est une réalité. Et donc là, j'ai écrit en gros le programme d'essai d'armes le plus dangereux de l'histoire mondiale. Ce qui est bien avec Cloverleaf, c'est que ça réunit tout. Les radars, la 5G, les chemtrails, l'US Space Command. Et ça, c'est un extrait d'un site qui s'appelle Millennium, mais qui reprend la tentative d'un homme politique américain, Denis Kunich, je ne sais pas comment on dit, Kunich, enfin lui, Denis machin, qui avait tenté avec le Space Preservation Act en 2001 à faire interdire certaines armes. Parce qu'il y avait déjà la continuité du programme Guerre des étoiles de Ronald Reagan et des militaires américains voulaient aller plus loin. Et donc lui, il voulait faire interdire les armes qui étaient prévues dans ce projet militaire, dont les armes électroniques et psychotroniques et d'information, les armes à ultra basse fréquence à haute altitude, les armes à plasma, électromagnétiques, soniques et ultrasoniques, les armes laser, les armes stratégiques de théâtre, tactiques ou extraterrestres. Donc là, ils reconnaissent implicitement avoir des armes d'origine extraterrestre déjà. Bon. Ensuite, les armes chimiques, biologiques, environnementales, climatiques ou tectoniques. Donc ça veut dire qu'ils peuvent produire des tremblements de terre aussi à la demande. Et les chemtrails. Et c'est marqué là que cet élément a été supprimé dans des versions ultérieures de ce dossier. Mais le reste est resté. Déjà, rien que le reste est extraordinaire. Ces armes ne sont pas censées exister. Donc que des hommes politiques en demandent la suppression, c'est qu'il y a bien des recherches dessus. Mais il n'a pas obtenu gain de cause. Donc ils ont continué à travailler dessus. Alors là, on a une lettre d'une compagnie aérienne à l'Institut Carnicom. L'Institut Carnicom a été dirigé par M. Carnicom. Alors, il a arrêté de publier depuis 2020, juste au début du Covid. Alors, est-ce qu'il est toujours vivant? Je ne sais pas. Est-ce qu'il a eu des soucis? Est-ce qu'il s'est réorienté vers le Covid? Je ne sais pas. Mais l'Institut Carnicom ne publie plus rien depuis le Covid. Je ne sais pas. Et c'est un des instituts qui s'est le plus spécialisé avec geoengineering.watch sur les chemtrails. Et donc, il a été connu par des membres de compagnies aériennes et un mécanicien lui avait écrit. Et à la suite d'un courrier qu'un mécanicien avait écrit, le directeur de cette compagnie a voulu répondre à M. Carnicom. Et donc, il lui dit, je vais vous lire la lettre. Monsieur Carnicom, j'ai lu le courriel que vous avez reçu du mécanicien anonyme et je me suis senti obligé d'y répondre. Moi aussi, je travaille pour une compagnie aérienne, bien que je travaille à des niveaux supérieurs de gestion. Je ne dirai pas dans quelle compagnie aérienne, dans quelle ville je me trouve, ni dans quel bureau je travaille pour des raisons évidentes. J'aimerais pouvoir documenter tout ce que je suis sur le point de vous raconter, mais le faire est pratiquement impossible et entraînerait de possibles blessures physiques pour moi. L'email du mécanicien anonyme sonne vrai. Les compagnies aériennes américaines participent à ce qu'on appelle le projet Cloverleaf. Depuis quelques années maintenant, la première date à laquelle quelqu'un se souvienne d'avoir été informé à ce sujet est 1998. J'en ai été informé en 1999. Les quelques employés de la compagnie aérienne qui ont été informés du projet Cloverleaf ont tous été soumis à des vérifications d'antécédents et avant d'en être informés, nous avons dû signer des accords de non-divulgation.
qui stipule essentiellement que si nous disons à quelqu'un ce que nous savons, nous pourrions être emprisonnés. Une vingtaine d'employés de notre bureau ont été informés avec moi par 2 fonctionnaires d'une agence gouvernementale. Ils ne nous ont pas dit lequel, ils ne nous ont pas dit laquelle. Ils nous ont dit que le gouvernement allait payer notre compagnie aérienne, ainsi que d'autres, pour libérer des produits chimiques spéciaux des avions commerciaux. J'ai fait traduire par Google, ce qui peut expliquer peut-être les fautes qu'il y a. Lorsqu'on leur a demandé quels étaient les produits chimiques et pourquoi nous allions les pulvériser, ils nous ont dit que l'information était donnée sur la base du besoin de savoir et que nous n'étions pas autorisés à le faire. Ils ont ensuite déclaré que les produits chimiques étaient inoffensifs, mais que le programme était d'une telle importance qu'il fallait le faire à tout prix. Lorsque nous leur avons demandé pourquoi ils n'avaient pas simplement installé des avions militaires pour pulvériser ces produits chimiques, ils ont déclaré qu'il n'y avait pas assez d'avions militaires disponibles pour libérer des produits chimiques sur une aussi grande base qu'il fallait le faire. C'est pour ça que le projet Cloverleaf a été lancé pour permettre aux compagnies aériennes commerciales d'aider à libérer ces produits chimiques dans l'atmosphère. Puis quelqu'un a demandé pourquoi tout le secret était nécessaire. Les représentants du gouvernement ont ensuite déclaré que si le grand public savait que l'avion sur lequel il volait libérait des produits chimiques dans l'air, les groupes écologistes sèmeraient la pagaille et exigeraient l'arrêt de la pulvérisation. Quelqu'un a alors demandé à l'un des G-Men si les produits chimiques sont inoffensifs. Pourquoi ne pas dire au public que ce sont les produits chimiques et pourquoi nous les pulvérisons? Il sembla touché par cette question et nous dit dans un ton d'autorité que le public n'a pas besoin de savoir ce qui se passe. Mais ce programme est dans son meilleur intérêt. Il a également déclaré que nous ne devrions en parler à personne, ni poser d'autres questions à ce sujet. Sur ce, le briefing était terminé. Tous les documents de notre bureau concernant le projet Cloverleaf sont conservés dans des coffres-forts verrouillés. Personne n'est autorisé à sortir ces documents du bureau. Très peu d'employés sont autorisés à accéder à ces documents. Et ils restent discrets sur ce que disent les documents. Monsieur Carnicom, je ne suis pas dupe, je sais qu'il se passe quelque chose, et franchement, j'ai peur. Je ressens un haut niveau de culpabilité d'avoir été au courant de ce genre d'opération, mais de ne pouvoir en parler à personne. Cela me ronge de savoir que l'entreprise pour laquelle je travaille peut empoisonner le peuple américain. J'espère que cette lettre ouvrira les yeux sur ce qui se passe. Encore une fois, j'aimerais pouvoir vous donner des informations documentées, mais vous devez comprendre pourquoi je dois rester totalement anonyme. Merci. Et M. Carnicom a pu attester de la véracité de ce courrier. Là, c'est un... Can we engineer the weather? Cloud seeding is a form of weather modification that can produce what we want more or less of, more rain or snow, or even smaller hail pellets. China is building the world's largest weather modification system to artificially enhance rain that will cover an area of over 2.1 million square miles by 2025. Today, at least 52 countries across the globe are using some sort of weather modification program. While it may sound too good to be true, technology has been around for more than 75 years. Made up of tiny groups of droplets paper or itself, this was enough to fall to the instead it will become super tiny particle called condensate. It takes billions of droplets to form in cloud and is used as such as silver or solid are shot into clouds using unattached in the clouds. The condensed water becomes large. Process continues as rain. Artificial rain drones targeted charges through forced water droplets the desired rain. Today the in the world is 55 rain a year.
of the country's areas by 20. The idea to create rain is affected by droughts. In the droughts, in 2015, cloud seeding increased the local rainfall by about 44%. The technology can also be used to manage hail. According to an estimate, hailstorms in the U.S. cause an average of $15 billion in damage to homes, cars, and crops. Cloud seeding increases the number of ice pellets in hail-producing clouds, but decreases the size of each pellet. This can reduce the damage caused by hail. Cloud seeding can also Parce que là, ils expliquent en fait qu'il y a deux technologies, soit celle pour faire pleuvoir, soit pour empêcher de faire pleuvoir. clear away fog by turning it into precipitation, improving visibility around airports. But there is a catch. For cloud seeding to work, specific atmospheric conditions must exist. Cloud seeding can't create clouds. It can only add particles to clouds which interact with the water vapor already present in the air. Also, cloud seeding does not always go as planned. In 2009, China performed cloud seeding in an attempt to end a drought, resulting in a temperature drop and a snowstorm that closed roads around Beijing. There are also concerns about unwanted ecological changes. Rain in one area might bring drought to another, which could lead to ecological imbalances. After all, water that falls from the sky must go somewhere. If that extra precipitation falls in a place where it cannot be absorbed into the ground, then it could trigger flooding. Today, water shortages and floods affect every continent. Around 1.2 billion people, or almost 1/5 of the world's population, live in water-scarce areas. Another 500 million people face intermittent scarcity, and around 1.47 billion are directly exposed to the risk of intense flooding. While cloud seeding is not a permanent solution, it may help to reduce the number of those affected. Alors là, il le présente comme quelque chose de positif pour réduire soi-disant les tempêtes d'un côté et le manque de pluie de l'autre. Mais ça confirme que les agences c'est en partie contrôler le temps et la météo. Après, les chemtrails ne servent pas à ça. Mais ce qu'ils expliquent aussi, c'est qu'en mettant dans l'atmosphère ce qu'ils appellent les noyaux de nucléation, ça permet aux gouttelettes d'eau de s'accrocher dessus pour former des nuages. Et on a vu tout à l'heure qu'ils lançaient du barium, de l'aluminium ou d'autres particules. Mais en fait, c'est de très petite taille. Et donc, ils lancent ces noyaux de nucléation. Et c'est pour ça qu'on arrive à avoir ces ciels tout blancs. Le blanc qu'on voit, c'est la vapeur d'eau. Et donc, en fait, ils font de stockage de vapeur d'eau dans l'atmosphère. Et contrairement à ce film où on voit que c'est pour faire tomber la pluie, là, ils s'en servent pour stocker la vapeur d'eau dans l'atmosphère et après déplacer les nuages ou en faire, on ne sait pas quoi, ou provoquer des sécheresses ou d'autres choses. Mais donc, s'ils veulent faire pleuvoir à partir de ces nuages-là, ils peuvent. Il suffit de faire grossir encore un peu plus les noyaux de condensation et ça pourrait retomber sous forme de pluie. Mais ça, c'est pas ce qui se passe. Là, ils augmentent de plus en plus la sécheresse. Et il y a la moitié de la Terre qui est en sécheresse actuellement. Non, ça on l'a vu. Ça, c'est un autre petit film que je vais vous passer, où il y a d'autres personnes qui témoignent, dont des militaires, dont une personne qui était en charge de l'environnement pour l'armée américaine. Et quand elle s'est aperçue de ce qui se passait et qu'elle a posé trop de questions, elle a eu des problèmes. Vous pouvez tous commencer à regarder en l'air et voir ça. Le gouvernement des États-Unis, la NASA, l'US Air Force balancent des réservoirs remplis de produits chimiques dans l'atmosphère.
Un autre exemple est l'ensemble des technologies souvent désignées collectivement comme la géo-ingénierie. L'injection d'aérosols stratosphériques, ou SAI, a retenu toute mon attention. Une méthode d'ensemencement de la stratosphère avec des particules qui sont entièrement déployées. Le programme SAI coûterait environ 10 milliards de dollars par an. Aussi prometteur que cela puisse être, aller de l'avant avec SAI soulèverait également un certain nombre de défis pour notre gouvernement et pour la communauté internationale, ainsi que d'autres initiatives de géo-ingénierie. Nous proposerons un effort de coopération supplémentaire entre toutes les nations en matière de prévision de la météo et éventuellement de contrôle de la météo. Ce que nous voyons maintenant, je ne pouvais pas le croire et j'ai commencé à regarder le ciel. Ce n'est pas normal, ce n'est pas naturel. Il y a quelque chose qui se passe. Je ne sais pas qui c'est ni pourquoi ils font ça. Tout ce que je peux témoigner, c'est que ce n'est pas naturel et ce n'est pas normal. Il doit y avoir une influence extérieure qui fait ça. Je suis ici pour témoigner que les chemtrails, qui ne sont pas des traînées de condensation, sont bien réels. Ils en pulvérisent presque tous les jours. J'observe les nuages et le programme de pulvérisation en cours. Je veux vous dire que nous sommes en très grand danger à cause de la pollution qui nous tombe dessus. Nous avons été détournés du droit chemin par les complexes militaro-industriels. Ils sont responsables de la création des nuages et des programmes de manipulation de la météo. Ce sont de sombres opérations. Lorsque vous levez les yeux vers le soleil et que vous voyez une brume blanche, c'est de l'aluminium qui flotte dans l'air en ce moment. Il provient des avions. Vous voulez des chiffres? Ok, dernier test d'eau, de l'eau de pluie. 13,100 microgrammes par litre d'aluminium dans les précipitations en 2013. Normalement, ça devrait être 0. Nous sommes avec Kristen Megan, qui est en fait une dénonciatrice de l'armée américaine. Elle a une histoire étonnante et fascinante que nous allons partager avec vous aujourd'hui. Kristen, pouvez-vous nous dire dans quelle branche de l'armée vous étiez et ce que vous avez découvert? Bien sûr. J'étais dans l'armée de l'air en service actif pendant 9 ans et je travaillais dans le domaine de l'ingénierie biologique et environnementale. Une partie de ce processus consistait à prouver les produits chimiques. Qu'est-ce que ce matériel, vous voyez, qu'est-ce que vous utilisez, pourquoi en avez-vous besoin, où est-il utilisé et comment l'éliminer. Après qu'on m'ait parlé des chemtrails ou de géo-ingénierie, je pensais que c'était fou. En fait, c'était un manque de respect pour mon travail, car nous essayons de prévenir les aspects et les impacts environnementaux et de faire en sorte que personne ne tombe malade à cause de nos activités. Mais en essayant de démystifier, cela a changé ma vie. J'ai commencé à remarquer des choses. J'ai commencé à remarquer de grandes quantités dans le système où j'approuvais des produits chimiques qui n'avaient pas de nom de fabricant, qui n'étaient pas liés à une marque. Quand j'ai commencé à poser des questions, j'ai lentement été diabolisée. Quelques années plus tard, lorsque j'ai posé des nouvelles questions et que les gens ont réalisé que je m'exprimais davantage à ce sujet sur les médias sociaux, j'ai été jetée dans un établissement psychiatrique et on m'a enlevé ma fille. Cela a changé ma vie, je ne vois plus l'armée de la même façon. J'ai l'impression qu'après 9 ans à essayer de respecter un serment, je suis capable de le faire maintenant. Je sens qu'ils sont prêts à l'admettre et qu'ils essayent de nous le vendre. C'est un peu comme s'ils nous vendaient des vaccins. Ils nous vendent du fluor. Le fluor est un déchet minier. Comment peuvent-ils en faire quelque chose de bien en le mettant dans votre eau? Donc je pense qu'ils essayent maintenant de l'admettre et d'agir comme s'ils allaient commencer à le faire alors qu'ils l'ont déjà fait. Dans la neige du mont Shasta, le mont Shasta qui est si sauvage, le mont Shasta qui est sauvage, 61 microgrammes par litre, 4 fois la quantité trouvée dans le sol là-haut. Mais d'où vient ce truc? Mais la NASA est une société, je veux que vous le sachiez. La NASA a également mené un programme de recherche sur ce qu'ils appellent les carburants métallisés. Ils mettent en fait de l'oxyde d'aluminium dans le carburant, car il contient 2 atomes d'aluminium et 3 atomes d'oxygène. Ainsi, pendant le processus de combustion, ils libèrent tout cet oxygène et augmentent considérablement le rendement. Mais ils laissent l'aluminium dans l'air. Alex Demetric explique ce que nous avons pu voir. Bonjour, mon nom est Rich Moore. Je suis un scientifique au centre de recherche de l'anglais de la NASA à Hampton, en Virginie, aux États-Unis. Quel est votre travail spécifique ici sur cette mission? Je suis un scientifique spécialiste de l'atmosphère en vol et je m'intéresse à la compréhension de l'évolution dans l'atmosphère des aérosols ou des particules qui sont émises par les moteurs à réaction. Les personnes qui sont assises ici, le siège de gauche est pour le directeur de la mission et le siège de droite, c'est pour mon assistant. Et ce qu'ils font, c'est qu'ils surveillent
surveillent la puissance consommée à tous les différents niveaux. Et donc, ils ont un contrôle total sur toutes les différentes expériences, ce qui est vraiment important pour un laboratoire volant de la NASA. Nous essayons de garder cela aussi cohérent que possible, mais il y a beaucoup de compromis. J'ai parlé des gaz collants. On s'inquiète aussi de la perte de particules sur les parois du tube. Nous essayons de garder la longueur du tube aussi courte que possible pour les échantillons que nous faisons. Et donc, nous avons un certain nombre de sondes différentes, chacune ciblant une gamme de tailles différentes. Certaines sondes peuvent cibler, disons, 1 micron à 50 microns, et d'autres peuvent cibler des particules plus grandes. 1 micron est égal à 10 puissance moins 6. Nous parlons donc de particules 1000 fois plus grosses que celles que j'ai décrites. Et donc, c'est un gros avion. Nous avons des instruments montés sur le fuselage, et puis nous avons des instruments montés sur les extrémités des ailes. Ça a commencé en 1993. Nous avons trouvé de la toxicité in vitro des nanoparticules d'aluminium dans les macrophages alvéolaires des rats. C'est une façon très sophistiquée de dire qu'il s'agit de tester l'effet des nanoparticules d'aluminium sur les globules blancs dans les petits sacs d'air de vos poumons, les alvéoles. Cette étude a révélé que ces particules, lorsqu'on y est exposé suffisamment longtemps, empêchent les globules blancs de se défendre contre les infections aériennes qui pénètrent dans les poumons. Elles affaiblissent donc votre système immunitaire. Mais ils ont également découvert que ces mêmes particules, une fois qu'elles pénètrent dans votre système, peuvent traverser la barrière de chacune de vos cellules et pénètrent à l'intérieur de celles-ci. Et ces particules peuvent en fait supprimer la capacité des mitochondries qui sont dans les cellules et qui aident à absorber les toxines et les choses qui sont nocives pour le noyau et le processus de reproduction des cellules de votre corps. Ces processus sont supprimés. Et donc, essentiellement, en respirant ce produit, votre système immunitaire est considérablement réduit. On dit que nous allons contrôler la météo d'ici 2025. Je leur ai demandé pourquoi ils pulvérisent ces produits chimiques sur le public. Car il y a une violation du Code des États-Unis 50 USC 1520 qui interdit au gouvernement américain de faire des expériences sur les citoyens américains avec des agents chimiques. J'ai dit que cette loi exigeait aussi que celui qui fait l'expérience quand le gouvernement fédéral le fait fasse un rapport au Congrès dans les 30 jours. Ils m'ont répondu, ils ont dit qu'ils ne savaient pas de quoi je parlais. Nous avons suffisamment de preuves qu'il y a une pulvérisation partout. Nous avons été avertis de la prise de contrôle de nos libertés par le complexe militaro-industriel, par Eisenhower et Kennedy. Ils gagnent du terrain sur nous. Nos problèmes vont bien au-delà d'un simple programme de pulvérisation. Tout ce que je peux dire, c'est qu'il est grand temps que nous ouvrions les yeux à ce sujet, car cela affecte notre santé. Il est grand temps. Nous, en tant que citoyens de ce grand pays, il nous faut prendre des mesures. La chose la plus étonnante est que ce nuage là-haut, qui a été généré par le moteur, fera que dans environ 1 heure, quelqu'un dans le Mississippi sera mouillé. Il va vraiment pleuvoir. 13,100 microgrammes par litre d'aluminium dans la pluie en 2013. Normalement, ça devrait être 0. Je vous l'ai dit, il pleut. C'est pas croyable. La NASA se prend pour Dieu. Elle crée sa propre météo. Donc voilà pour les raisons pour lesquelles on peut conclure que j'ai raison et pas l'Organisation météorologique mondiale. Les chemtrails sont artificiels et les éléments suivants le prouvent. L'analyse du carburant d'avion et des filaments par Analytica montre des teneurs en aluminium, barium et strontium anormales. Geoengineering Watch ont analysé le sol et l'eau en Californie, c'est eux qui ont fait les relevés au Mont Shasta, et confirment qu'il y a aussi la présence d'aluminium dans l'eau et au sol. Et donc on a vu que des avions militaires et low cost produisent artificiellement des traînées longues ou courtes, parce que même les traînées courtes ne sont pas naturelles. Et plusieurs pays utilisent cela à des fins militaires ou économiques, mais laissent le grand public dans l'ignorance. Mais il y a sûrement un objectif derrière tout ça. Alors on sait qu'en 1976, il y a eu la réunion du Club de Rome, avec les premières théories sur l'écologie, enfin, sur l'écologie économique. Et il y a eu le concept de réchauffement climatique qui a été lancé durant cette réunion. Et il faut savoir que c'est une idée des dirigeants de British Petroleum, la société pétrolière. Parce qu'ils savaient bien qu'un jour, ils allaient être mis en cause pour la pollution qu'ils généraient. Et ils se sont dit qu'en accusant le CO2, ils pouvaient, en contrôlant le système, récupérer des profits. En faisant une bourse au carbone.
Donc ils ont eux-mêmes provoqué la diabolisation de leur carburant. Et donc on verra après que le CO2 ne peut pas réchauffer l'atmosphère. Et après il y a les apôtres du réchauffement climatique, Al Gore qui était secrétaire d'État ou vice-président de Clinton, je crois, qui est devenu milliardaire depuis qu'il y a des bourses au crédit carbone. Et il a fait des conférences sur toute la planète en dénonçant le réchauffement climatique, qu'il fallait arrêter de produire du carbone, qu'on était des monstres à utiliser des voitures. Il y a le GIEC, bien sûr, Kill Bill, qu'on ne présente plus. Je n'ai même pas donné son nom. Et après, il y a des ingénieurs comme David Cates, c'est lui, et Ken Caldera, qui sont des apôtres et des adeptes de la géo-ingénierie. Et donc, eux font des tournées de conférences pour défendre le fait d'ensemencer l'atmosphère avec des particules pour contrôler le rayonnement solaire ou réduire le rayonnement solaire ou faire pleuvoir ou stocker le carbone. Mais c'est joué aux apprentis sorciers. Donc là, il y a un petit film sur le GIEC qui appelle à l'obscurcissement du soleil. Ah oui, ils sont complètement... Le GIEC appelle à l'obscurcissement du soleil. Alors que les gens s'indignent de la prolifération des taxes sur l'énergie, les architectes de la politique climatique admettent ouvertement que les objectifs climatiques définis dans le cadre de l'accord de Paris n'étaient, avec les mesures prévues, pas du tout réalisables. Bien que les objectifs climatiques actuels soient qualifiés de totalement absurdes par des scientifiques renommés et indépendants, le GIEC, groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat, exige désormais dans son dernier rapport des mesures encore plus effarantes. Il s'agit notamment d'aspirer le dioxyde de carbone de l'atmosphère ou, écoutez bien, d'obscurcir le soleil par des nuages de poussière artificielle. La technologie permettant d'aspirer le dioxyde de carbone de l'atmosphère a déjà été développée et s'appelle captage et stockage du carbone. Selon The Times, le projet a été financé par l'oligarque Bill Gates. Outre l'aspiration du dioxyde de carbone vital, Bill Gates a également financé la technologie de protection contre le soleil, selon le quotidien Frankfurter Rundschau. Des scientifiques de l'université de Harvard, à travers l'expérience de perturbations stratosphériques contrôlées, tentent de réfléchir les rayons du soleil dans l'espace. De cette manière, un effet de refroidissement devrait être déclenché. Selon le Frankfurter Rundschau, les chercheurs de Harvard veulent pour cela répandre dans l'atmosphère des particules de carbonate de calcium, plus précisément d'acide carbonique. Les défenseurs de l'environnement tirent la sonnette d'alarme, car l'utilisation du carbonate de calcium pourrait avoir des conséquences indésirables sur la couche d'ozone. De plus, selon les critiques, des décalages météorologiques extrêmes sont à craindre. Combinées, ces interventions auraient sans aucun doute des conséquences désastreuses, car il est bien connu que l'oxygène vital est produit par la photosynthèse. Les plantes et certaines bactéries utilisent la lumière, l'eau et le dioxyde de carbone pour produire du glucose et de l'oxygène. Si la lumière du soleil et le dioxyde de carbone leur sont retirés, elles ne peuvent plus produire d'oxygène, ce qui laisse augurer une prochaine catastrophe. Le fait que ces projets controversés, qui font manifestement plus de mal que de bien, soient justement financés par Bill Gates, fait dresser l'oreille. C'est bien Bill Gates qui se présente comme philanthrope, qui fait partie des acteurs les plus influents autour de la crise du Covid et qui s'illustre en outre avec les programmes de vaccination qu'il a financés. Il est prouvé que ces derniers ont également fait plus de mal que de bien à l'humanité, mais lui ont rapporté des milliards. Il est prouvé que le concept commercial, créer des crises, définir des issues controversées, profiter largement des crises au détriment de la collectivité, fonctionne parfaitement chez Gates. La question est de savoir ce que l'humanité acceptera encore comme méchanceté destructrice jusqu'à ce que des misanthropes avides comme Bill Gates soient enfin stoppés. Par exemple, par une interdiction globale de profit en temps de crise. Cela signifie que plus personne ne s'enrichirait sur la détresse des autres. Donc ça, c'est l'autre chercheur qui travaille aussi avec Bill Gates et d'autres. Lui travaille pour l'université de Harvard.
et M. Caldera, lui, pour le Carnegie Science. L'Institut Carnegie, je sais pas si vous savez d'où ça vient, c'est la famille Carnegie était au début du XXe siècle le plus gros producteur d'acier au monde. Et le banquier JP Morgan a voulu racheter ses affaires et il a dû les racheter tellement cher que M. Carnegie, je me souviens plus de son prénom, mais M. Carnegie est devenu l'homme le plus riche du monde à ce moment-là. Et plutôt que de continuer à faire des banques ou de l'acier, il a fondé l'Institut Carnegie et aussi d'autres. Il a investi dans des universités. Donc peut-être ça peut être bien utilisé, mais on voit que là, il travaille régulièrement avec les mêmes sociétés ou les universités qui lancent des programmes qui ne sont pas toujours bons pour tout le monde. Et donc ces deux personnes, Caldera et j'arrive pas à retenir son nom lui, et Cates, donc veulent contrôler le temps parce qu'ils considèrent qu'on peut que c'est une bonne chose de contrôler le temps et que le CO2 est le problème. Donc ils basent tout là-dessus. D'où la taxation du carbone et les politiques européennes que l'on voit aussi, de limitation des voitures à moteur thermique, l'interdiction pour 2035 des voitures thermiques, des voitures électriques qui polluent en fait beaucoup plus si on prend le cycle global, et parce qu'ils ne considèrent que le carbone. Mais est-ce que c'est possible que le carbone réchauffe l'atmosphère? Ça m'étonnerait. Je ne sais pas si vous savez que représente le CO2 dans les gaz atmosphériques. Et là, je vous l'ai remis ici. C'est 0,04% des gaz de l'atmosphère actuellement. Avec le fait qu'on ait utilisé du charbon et du pétrole depuis plus de 150 ans. Donc c'est impossible que le CO2 réchauffe quoi que ce soit. Par contre, la vapeur d'eau est un des gaz les plus réchauffeurs que l'on connaisse. Donc de stocker de la vapeur d'eau avec les chemtrails dans l'atmosphère, là ça réchauffe l'atmosphère et ça crée le réchauffement climatique. Donc je ne nie pas le réchauffement climatique, je dis qu'il n'est pas naturellement. Il est provoqué par les chemtrails. Et en créant le problème, comme vient de le dire CLA-TV, ils apportent leur solution. Et c'est toujours leur politique. Mais on peut se demander quand même quelle est la fin de tout ça, parce que c'est tellement aberrant. Et en fait, on constate qu'il y a des raisons économiques, tant pour les gouvernements et les multinationales, que des raisons militaires. Et là, cette page présente les intérêts de la modification et du contrôle de la météo pour les fins économiques civiles. Par exemple, il y a des personnes qui spéculent à la bourse de Chicago sur la valeur des matières premières. Et si on influence sur les rendements par le contrôle de la pluviométrie et de la sécheresse, et qu'on le sait en avance, on peut créer des délits d'initiés qui parient sur la variation des cours boursiers. Parce qu'en bourse, on peut parier sur la hausse d'un prix ou la baisse d'un prix. On peut parier que le prix du sucre va baisser dans 6 mois. Et si le prix du sucre baisse, on gagne de l'argent. C'est un nom, je ne sais plus comment ça s'appelle. Mais donc, il y a des gens qui lancent des paris comme ça en bourse. Et ils gagnent tout le temps, puisqu'ils sont liés aux sociétés qui créent, qui sont derrière les chemtrails. Donc, il y a des gens qui font des profits colossaux en bourse, comme ça. Il y a l'enrichissement grâce au crédit carbone. Et toute la politique qu'on nous impose de limitation des gaz à effet de serre, de la taxation carbone et tout ça. Donc il y a du détournement de l'argent public et de la captation d'impôts par les gouvernements et par les sociétés. Alors encore une fois, que le CO2 ne représente que 0,04% et que c'est l'eau qui est un des gaz les plus réchauffeurs avec le méthane. Il s'ensuit un appauvrissement des populations, mais aussi le contrôle du cycle de l'eau et de l'agriculture, en lien avec la privatisation de l'eau qui est en train de se passer dans beaucoup de pays, dont la Californie, l'Australie. La Californie n'est pas un pays, c'est un État américain, mais en Californie, ils sont en train de privatiser l'eau. Et aux États-Unis, Bill Gates a acheté des millions d'hectares au cours de ces dernières années. Et beaucoup de multinationales sont en train de s'approprier toutes les terres agricoles. Ils utilisent aussi les déchets miniers, comme l'a dit la personne dans le film, pour les mettre pour les utiliser, pour ne pas payer le recyclage, mais on sait qu'ils mettent des déchets miniers dans les chemtrails aussi. Ça, c'est plus facile de les épandre partout. Ils déclenchent aussi des pluies artificielles. Ça, c'est plus une application militaire, mais ça peut servir aussi pour le civil, de déclencher des pluies à certains endroits et pas à d'autres. Mais on sait qu'au Vietnam, ils ont tenté d'embourber les camps Viet-Cong et les ravitaillements en faisant pleuvoir artificiellement. Ça permet de créer des tempêtes, comme la tempête de l'an 2000,
99-2000, qui a ravagé une partie du nord de la France et une partie de l'Allemagne. Mais quand on regarde la trajectoire de la tempête, elle n'était pas rationnelle, elle a été toute droite. Mais à ce moment-là, il y avait Jospin et Chirac qui ne voulaient pas signer les accords de libre-échange avec les États-Unis. Et après la tempête, quelques mois après, ils ont bien sûr signé les accords. Il y a aussi de la fraude aux assurances sur les catastrophes naturelles et sur les catastrophes immobilières. Encore une fois, si elles sont anticipées, ça permet de spéculer sur les valeurs des titres boursiers de ces sociétés. Ça permet aussi l'application du crédit social et du crédit carbone en vue du contrôle global des populations et peut-être en lien avec l'opération Covid. Et aussi destruction de la nature à des fins de tout privatiser pour accroître les revenus des multinationales. Il y a aussi des applications militaires. Donc, ensemencer les nuages avec des particules permet pour l'armée de créer des communications très longue distance. Et ça, c'est utile pour eux, parce que s'ils ont une station émettrice, mettons en Amérique, qu'ils ont des avions qui sont au-dessus de la Chine ou de la Russie, c'est plus facile de passer par les nuages pour passer la rotondité de la Terre, sinon ils ne peuvent pas communiquer avec eux. Donc de passer par les nuages, d'utiliser les nuages comme bande porteuse, ça permet d'avoir des émissions de très longue distance. Mais d'ensemencer les nuages, ça permet de contrôler le déplacement des nuages aussi. Parce que s'il y a des particules métalliques et qu'avec des émissions d'ondes HF, d'ondes radio, on chauffe un côté du nuage, le nuage absorbe de la chaleur d'un côté et on crée une action-réaction parce que le nuage chauffant d'un côté, il va y avoir une émission du gaz du côté où il est chaud. Et donc le nuage va partir dans l'autre direction. C'est peut-être un peu lent, mais sur des jours entiers, ça permet de déplacer des nuages. Et ça permet aussi de déplacer des pressions et aussi des tornades. Ça explique aussi pourquoi certaines tornades ont des trajectoires très particulières ces dernières années et arrivent à rentrer très loin sur les territoires aux États-Unis, par exemple. Si maintenant il y a des tornades qui remontent presque jusque dans le nord des États-Unis, ce qui n'est pas possible. Donc ils arrivent aussi à recharger les tornades en énergie, comme ça. En cas de guerre, donc ça permettrait le blocage des ravitaillements, de détruire des villes par des tempêtes. Il y a aussi la création d'ondes métriques, qui ne sont pas des ondes comme la téléphonie mobile, le Bluetooth ou le Wi-Fi. Les ondes métriques, c'est les ondes qui sont générées par les réseaux comme HARP, qui sont des antennes de très grande dimension. Et les bandes métriques, c'est les seules ondes radio qui permettent de rentrer dans l'océan, dans l'eau. Les autres sont toutes écrêtées par l'eau. Mais ça permet à l'armée de communiquer avec ses sous-marins. Et quel que soit l'endroit où est le sous-marin sur la planète, ça leur permet de communiquer avec lui, même s'il est à très basse profondeur. Donc pour l'armée, il y a des applications à tout ça, très pratiques. Ça permet aussi de créer des tremblements de terre ciblés par l'irradiation de failles sismiques. Mais là, il y a plusieurs techniques. Il y a aussi les Russes qui font des forages à grande profondeur, ils font exploser des bombes au fond et ça crée un tremblement de terre. Mais aussi par l'irradiation ciblée des endroits avec des ondes radio pendant plusieurs jours, on fait chauffer la faille et puis au bout d'un moment, la faille se déplace d'un coup et ça crée un tremblement de terre. Et ça permet la création de radars 3D en temps réel. Parce que si le nuage réfléchit des ondes radio, le sol les réfléchit dans le nuage et ça repart vers l'antenne émettrice et ils ont une image en direct de ce qui se passe. Après, j'ai mis des spéculations très réalistes, que j'estime réalistes. Empoisonnement de la population en lien avec Big Pharma. Réduction de la population, j'ai encore mis un point d'interrogation. On verra. Contrôle mental via des ondes basse fréquence, égale armes psychotroniques. Qu'en est-il des élections dans ces conditions? J'ai mis ça parce que on peut constater que les premiers tours des élections, il y a eu beaucoup de chemtrails sur toute la France. Moi, j'ai été au dépouillement. Je ne pense pas qu'il y ait des fraudes dans les bureaux de vote. Ça ne paraît pas possible. Par contre, est-ce que les populations sont conditionnées avant le vote? On peut se poser la question. En tout cas, on a vu que les armes psychotroniques existaient. Donc, si elles existent, elles doivent être utilisées. Après, il y a un autre effet dont a parlé KTV aussi, c'est le blocage de la lumière. Mais ce blocage de la lumière peut aussi bloquer l'élévation de la conscience de la population. Parce que la lumière, c'est aussi la lumière énergétique, mais c'est aussi la conscience. Enfin, la lumière est liée à la conscience aussi. Donc si on baisse l'illumination d'une population, on baisse sa conscience. Et aussi, on provoque des carences en vitamine D.
Donc est-ce que tout ça est en lien avec la volonté d'établir un gouvernement mondial dirigé par le lobby militaro-industriel? On peut vraiment se poser la question, mais ça ressemble à ça quand même. Donc qui fait ça? Et pourquoi les gouvernements collaborent? Donc on voit qu'il n'y a que le lobby militaro-industriel qui peut faire ça. Ce qu'on appelle le lobby militaro-industriel, c'est la conjonction des entreprises de pétrochimie, type IG Farben en Allemagne qui a donné BASF, Bayer, et qui a participé à la Seconde Guerre mondiale, en lien avec British Petroleum et le Standard Oil des Rockefeller, qui a de multiples noms maintenant, mais il n'y a que quelques sociétés, et avec Total, qui contrôlent le pétrole. Mais elles sont en lien avec les sociétés de l'armement et les militaires. Toutes ces associations, tous ces éléments travaillent ensemble, parce que, par exemple, les Rothschild possèdent toutes les banques centrales qui financent les gouvernements. La famille Rockefeller aux États-Unis est impliquée dans le gouvernement américain et ont des militaires. Et donc ils sont en même temps ou secrétaires d'État, ou ministres, directeurs de leur société, ou actionnaires. Enfin, donc ils sont partout. Donc ils orientent les gouvernements. Et les militaires veulent la guerre sans fin pour ne pas avoir de baisse de budget. Mais ce n'est pas plus compliqué que ça. Ils veulent faire la guerre tout le temps. Et s'ils ne supportent pas de ne plus avoir de budget, donc là ils sont comme des enfants avec leurs jouets. Donc ils sont faciles à manipuler. Mais donc on se retrouve avec ce lobby militaro-industriel. Après il y a d'autres éléments d'ailleurs dont on avait parlé dans les conférences OVNI, sur lesquels on ne va pas revenir, mais bon, il y a aussi d'autres explications. Mais là ce serait trop compliqué. Mais, donc ce lobby militaro-industriel a vraiment un poids sur la planète et sur ce qu'on vit. On sait que les avions militaires décollent en Europe au moins pour des bases de l'OTAN. Et on sait par des témoignages que quand la Roumanie est rentrée dans l'OTAN, le jour même il y a eu des chemtrails. Tous les pays associés à l'OTAN et aux USA autorisent les chemtrails sur leur territoire, ainsi que la Russie et la Chine. C'est là où on peut se poser la question, pourquoi il y a des chemtrails en Russie et en Chine? Si la Russie et la Chine sont des opposants au nouvel ordre mondial, il ne devrait pas y avoir de chemtrails. Pourtant, il y en a. Alors, je ne sais pas. Et après, la Chine veut contrôler le temps chez elle aussi. Elle a peut-être juste ses propres avions, je ne sais pas, mais bon. La CIA et l'US Air Force sont impliqués. Les armées françaises et européennes laissent faire ou collaborent. On sait que l'armée française avait acheté des quantités énormes de barium ces dernières années. Les gouvernements collaborent aussi, donc, car ils sont dépendants de la dette détenue par les lobbies. Et ils sont mis en place et contrôlés par eux. Et la dette augmente sans fin. Et comme les banques privées et les banques centrales ne peuvent plus prêter aux États depuis la loi de 73, Pompidou, Giscard, Rothschild, les États se financent auprès des banques centrales qui sont détenues par des fonds privés maintenant. Et la réserve fédérale américaine est privée. Elle n'appartient pas au gouvernement américain. Donc toute la dette des pays est détenue par des éléments privés. Donc ils sont obligés de faire la politique souhaitée par ces personnes. Et les compagnies aériennes collaborent car elles sont payées et subissent des pressions comme on l'a vu. Mais je vais vous parler quand même de points positifs après. Donc, et impact possible sur la santé. Donc on voit que si les chemtrails rayonnent aussi ou émettent aussi des ondes de hyperfréquence et des ondes très basse fréquence avec HAARP, ça peut avoir un impact sur l'organisme parce qu'on sait que les ondes HF sont mauvaises pour la santé. Ça peut provoquer des fatigues chroniques, des perturbations des cycles hormonaux, augmenter les inflammations et les processus oxydatifs qui accélèrent le vieillissement et les dégénérescences cérébrales. Créer des problèmes de digestion, parce qu'on sait que quand les bactéries sont exposées à des champs d'hyperfréquence, elles produisent des toxines qui se retrouvent dans l'organisme. Donc ça peut dérégler la digestion et aussi à nouveau provoquer des inflammations. Ça crée aussi des empoisonnements par des particules. Et là, il y a la maladie des morgelons, qui est une maladie qui existe en fait, qui est due à l'augmentation du plastique et des polymères dans le corps. Ces polymères qui tombent sous la forme de filaments. Et dans le corps, ces particules se réassemblent aussi sous forme de filaments plastiques qui provoquent des éruptions cutanées et ces éléments sortent par la peau. Alors, je ne vous ai pas mis de photo parce que c'est assez horrible quand même. On sait que des militaires ont essayé de transporter des virus et des bactéries pour provoquer des épidémies localisées. Est-ce qu'il y a un lien avec le Covid? Je ne sais pas. Mais on sait par le témoignage du docteur Léonard Coll, et ça c'est tiré du livre de Claire Sévrac, que dans la ville de Oakville,
le département de la défense américain a pulvérisé des cellules sanguines humaines et des bactéries sur la ville d'Oakville, donc, et des animaux et des humains sont tombés malades. Donc il y a eu des expériences comme ça. Donc il y a aussi l'augmentation du taux d'aluminium, de barium dans l'organisme, et ça crée des empoisonnements chimiques et une accélération à nouveau du vieillissement. Alors, pour le problème spécifique de l'aluminium, on sait qu'il se retrouve partout, dans les additifs alimentaires, l'eau, des médicaments, les vaccins, dans les additifs des vaccins, et son taux augmente partout dans le sol et les végétaux. Et ce problème est complètement ignoré par les pouvoirs publics. Et j'ai tiré ça du site de Michel Dogma, où il dit que l'aluminium est un neurotoxique, qu'il se substitue au fer, au cuivre et au zinc, et ça empêche les enzymes de fonctionner, et ça perturbe les réactions chimiques. Et c'est à l'origine de 3 syndromes principaux reconnus dans la maladie d'Alzheimer, l'ostéoporose et la fibromyalgie. Après, il y a aussi la dégradation de la qualité de l'air par la pulvérisation des polymères et des agents de nucléation, qui augmentent l'humidité et la persistance des polluants issus des voitures et de l'industrie, ce qui provoque plus de maladies respiratoires. Effectivement, si cette vapeur d'eau se colle à ces agents de nucléation et que à moyenne ou basse altitude et que toute la pollution vient se stocker dessus, ça fait que ça reste en permanence. Il y a aussi des impacts possibles sur la nature. Les ondes HF désorientent et stressent les insectes pollinisateurs, ce qui est une des explications de la mortalité des abeilles, ainsi que les pesticides. Les résidus des épandages aluminium, barium, polymère empoisonnent tous les animaux et les végétaux. Les incendies de forêt sont plus intenses et difficiles à éteindre à cause de la présence d'aluminium, qui augmente la température de combustion. Et les pompiers californiens avaient d'ailleurs porté plainte, mais je pense que ça n'a rien donné. Et il y a aussi les dérèglements météorologiques qui perturbent les écosystèmes et les fragilisent. Et ce qu'on voit, c'est on assiste à une 6e extinction de masse. Alors que faire? Organisation de la résistance. Déjà, ces 2 livres sont très importants à lire. C'est les livres de Feu Claire Sévac, parce qu'elle est décédée à l'issue d'une tournée de conférences. Elle est morte d'un cancer fulgurant. Bon, est-ce que c'était naturel? Je ne sais pas. Elle a écrit La guerre contre les peuples et Complot mondial contre la santé. Quand on lit ces livres, on pense qu'elle parle du Covid. Et en fait, elle parle de la grippe H1N1. Et déjà en 2013, elle avait elle avait connaissance de particules nanométriques qui s'auto-assemblaient sous forme de nanorobots dans des organismes. Donc ça existait déjà en 2013. Et donc dans ces livres, elle fait les liens entre les chemtrails, les antennes de téléphonie mobile et les pulvérisations et les maladies. Il y a aussi des associations qui tentent d'informer les gens depuis des dizaines d'années, dont la CEPICA, Ciel Voilé, qui a une chaîne YouTube, une chaîne Odyssée et un site internet, l'Institut Carnicom dont j'ai parlé, et aussi geoengineering.watch dont j'ai déjà parlé. Il y a aussi les chaînes YouTube et pages Facebook du groupe Chemtrail Europe, la chaîne YouTube d'Alain Roman et geoengineering.watch qui ont une chaîne YouTube. C'est que des personnes commencent à dire que les chemtrails seraient positifs parce que les chapeaux blancs auraient récupéré ça et utiliseraient ça pour nettoyer l'atmosphère. Je n'y crois pas une seule seconde. Alors, c'est lié au fait qu'il y aurait une reine au Canada qui ne serait pas la reine d'Angleterre, la reine Romana. J'ai aucun avis là-dessus, je ne me suis pas intéressé, mais ça paraît peu probable. Mais si on veut laisser l'atmosphère redevenir normale, le plus simple, c'est de ne rien faire. C'est pas de continuer à pulvériser. Donc moi, je ne crois pas une seule seconde que ça puisse être positif. Mais il y a une partie des lanceurs d'alerte des chemtrails qui sont en train de retourner leur veste et qui commencent à dire que c'est positif. Bon, à chacun de se faire son avis, mais à mon sens, ça ne l'est pas. Donc, à nouveau, que faire quand on voit que les médias, les politiques, les ONG, les multinationales sont tous sous la coupe du lobby militaro-industriel. Donc l'affrontement direct est impossible. Une des actions prioritaires quand même, et à mon sens, est de faire connaître la réalité de ce phénomène au plus grand nombre. Et cela permettrait d'inverser le rapport de force. Si 60%, 70% de la population a compris ce qui se passe, les gouvernements vont avoir peur. Mais est-ce que c'est possible? Je ne sais pas. Mais ce serait souhaitable. Donc, on voit qu'il y a quand même certains scientifiques qui tirent la sonnette d'alarme et qui ont innocenté le carbone. Il y a eu le NIPCC, qui est le Non-Governmental International Panel on Climate Change, c'est-à-dire des chercheurs sérieux, c'est l'inverse du GIEC, quoi. Des chercheurs
sérieux en climatologie et qui, eux, déduisent que le carbone est innocent dans le dérèglement climatique. Il y a aussi un scientifique qui a écrit plusieurs livres, dont L'urgence climatique est un leurre et l'innocence du carbone. Donc on voit que c'est François Gervais. Donc, des scientifiques sont au courant que tout ce qu'on nous présente est faux. Mais ils ne sont pas invités par les chaînes grand public au mainstream. Donc après, quelle autre action? Là, je vous ai écrit, à mon sens, les actions collectives n'aboutiront pas tant qu'une majorité de personnes n'auront pas compris qu'il faut changer de paradigme. Et pour l'instant, il reste les solutions individuelles pour traverser la tempête. Et j'ai souligné et mis en gras traverser la tempête. Parce qu'on ne peut pas, de la position où on est, empêcher ce qui se passe. On ne peut pas aller bloquer les avions militaires sur une base militaire. On va se faire enfermer ou tirer. C'est impossible. Et donc, il faut traverser cette tempête et ça va. À un moment, il va être obligé de s'arrêter. Enfin, ça paraît tellement hallucinant ce qu'ils font. Donc, il y a des actions quand même pour renforcer son organisme. C'est basique ce que je vais vous dire. Ça peut même paraître bébête, mais c'est quand même important à connaître. Donc, bien sûr, avoir une alimentation la plus saine possible. Le silicium élimine l'aluminium de l'organisme. Donc, il y a la silice d'ortie, la silice de prêle. Il y a le soufre qui est présent en oligo-éléments qui nettoie aussi l'organisme. Prendre soin de son foie pour à nouveau éliminer les métaux et les toxines. Mais c'est aussi le foie qui produit le glutathion, qui est un puissant antioxydant. Donc, peut-être que de temps en temps, il faut prendre du glutathion ou d'une N-acétylcystéine, ça peut être utile. Mais si le foie fonctionne comme il faut, normalement, on a un bon taux de glutathion pour avoir assez d'antioxydants. Il y a aussi un point important qui est augmenter son niveau de conscience, sa culture, sa réflexion personnelle pour ne pas subir les effets des armes psychotroniques et de la désinformation. Rester confiant quand même dans la résilience de la vie et de la nature en général, parce que malgré tous leurs efforts depuis des dizaines et des dizaines d'années, il y a encore des abeilles, encore des insectes pollinisateurs. On est encore là, ici, pas malade, et aucun de nous n'est vacciné, à ma connaissance, ou même s'il y en a qui le sont, c'est pas grave, mais personne n'a été quasiment malade du Covid ou gravement dans le groupe. Donc, on a tous traversé ces années comme ça, et on voit qu'ils essaient des chemtrails depuis plus de 50 ans. Et donc, peut-être que leur programme marche moins bien que ce qu'ils voudraient. Et ce projet va tellement à l'encontre du bon sens, de la nature, du respect de la vie, qu'à mon avis, à moyen et long terme, il ne peut pas perdurer. Donc, il faut rester positif. Il faut être conscient de ce qui se passe, mais il faut rester optimiste pour l'avenir. Parce que c'est à nous de créer aussi un monde meilleur et de... Pour l'instant, on ne peut pas empêcher ce qu'ils font. Mais on peut, c'est comme avec le Covid, c'est se détourner de plus en plus de leur système qui est basé uniquement sur les produits chimiques, les médicaments pour tout soigner, sans aucune réflexion, en mettant le même traitement pour toutes les personnes, ce qui n'a pas de sens. Il faut adapter les traitements à chaque personne. Et donc, il faut petit à petit créer une autre société, informer le maximum de personnes, les personnes qui peuvent être ouvertes au changement, ou présenter des conférences comme ça, ou des éléments factuels aux personnes qui ne veulent pas changer, mais si elles acceptent de au moins se poser des questions, elles sont obligées à terme de voir qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Et donc, moi, je reste positif. Et malgré tout ça, donc je pense qu'on va quand même vers un monde meilleur et ça ne va pas durer des années, tout ça. Voilà. Donc, pour conclure la conférence, on peut dire que, malheureusement, ces chemtrails sont quand même une réalité.